Bonjour à tous et bienvenue au Rendez-nous, le rendez-vous hebdomadaire. Salut tout le monde, Moi c'est Bien fait pour tous moi c'est Bad Mulch. et on vous reçoit cette semaine pour parler de plein de sujets. Alors on commence par quelque chose qui m'a fasciné. J'ai vraiment l'impression d'être dans le futur. Donc en fait c'est l'idée de stocker des données pour plus de 15 000 ans sans avoir à s'en occuper. C'est de la folie, j'ai vu la vidéo. Ensuite on parlera aussi du coût des catastrophes naturelles qui a été chiffré. Souvent on dit mais vous vous rendez pas compte de la dette écologique, etc. Mais là il y a des gens ont chiffré techniquement le montant. Ouais. Puis le fait que apparemment un communiqué qui était censé rester secret nous dit qu'on ne peut pas boire l'eau du robinet. Bon, on va continuer pendant ce podcast à la boire. Peut-être qu'on arrêtera après. On verra ensemble, on évaluera. On a ensuite J.K. Rowling qui préfère aller en prison que de pas mégenrer une personne trans. Intéressante position qu'elle a tenue publiquement, on va en parler. Le premier smartphone made in China. Vous allez voir Le ce que tout ça veut premier. dire. Vous allez voir ce que ça veut dire. Ça n'avait jamais été fait avant. On a une news comme quoi faire des selfies, ça vous fait perdre du poids. On y regardera pourquoi, c'est intéressant. Et une dernière info sur le Nutri-Score qui, selon un article de The Conversation qui a étudié un petit peu les différentes études qui ont été faites sur le Nutri-Score, apparemment, son efficacité est prouvée. Donc, T'aimes bien parler du Nutri-Score, toi? Écoute, c'est un vrai sujet. Les gens veulent savoir. Le peuple veut savoir. Avant tout, jingle. Apparemment, t'as retrouvé le réseau chez toi? Oh les gens, je suis sauvé. Vraiment, quand Internet est passé de 200 kbps à genre mes 500 mégas habituels, j'ai eu l'impression que genre mes veines se remplissaient de données. Genre j'ai vraiment eu... Je pense que j'ai une addiction à Internet. Je pense que là, on peut pas... En même temps, c'est mon job, les gens. C'est mon job de juste scroll Twitter toute la journée, de trouver les news, de commenter. Mais non, je suis trop heureux d'avoir retrouvé ma connexion. C'était un cauchemar pour faire des émissions cette semaine. Même le rendez-vous de la semaine dernière, on connaît, on va pas C'était quelque chose. C'était quelque chose. Moi, je veux bien qu'on en reparle, mais je pense que toi, tu veux pas qu'on en reparle. Moi, je suis chaud de parler du fait qu'on a quand même réussi à faire un épisode, malgré les conditions C'était impressionnant. qui étaient littéralement les pires possibles. Donc, le degré d'adaptabilité est impressionnant. On est là. Bon, alors, oublions le SSD, parce qu'on a une nouvelle technologie qui peut apparemment stocker des données pendant 10 000 ans. Ouais. Alors, comment ça marche ce truc? En fait, moi, ça m'intéresse énormément parce que déjà, de premier abord, c'est très très futuriste, juste visuellement. Ouais. Alors, le concept, juste pour vous expliquer, c'est que ils vont graver. Donc, c'est Microsoft apparemment qui propose ça. Ils peuvent graver dans une plaque de quartz les données directement à l'intérieur avec un laser. D'accord, dans un truc en verre, un sorte de bloc. Un bloc en verre, quoi. Et ils gravent directement à l'intérieur du verre, pas sur le verre. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'en fait, une fois que c'est gravé dedans, le truc peut résister au feu, peut résister à l'eau, aux rayures, parce qu'en fait, les données sont à l'intérieur, stockées dans la matière elle-même. C'est incroyable en vrai. Et du coup, si tu vas voir un peu les images qui te montrent, t'as des bibliothèques remplies de petits cristaux comme ça, et t'as vraiment l'impression que c'est tiré d'un film de science-fiction. Moi, je l'ai vu, on est sur une vibe Star Wars, la Bibli, là, le truc avec exactement même la même lumière et tout. Enfin, on dirait qu'ils ont recréé la scène. Ou alors dans Superman avec les cristaux. Oui, ouais. C'est très proche de ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est du coup, au niveau de la technologie, c'est gravé directement à l'intérieur, sous forme de voxels. Donc en 3 dimensions, il grave ou pas les carrés, quoi. Ça veut dire qu'il y a un laser qui est balancé. Ouais. Et en gros, il code des 1 et des 0 en mettant... En 3 dimensions. À l'intérieur, mais à l'échelle microscopique, quoi. Ils arrivent à focus le laser selon des couches. C'est assez fou. Ils écrivent sur plusieurs couches à l'intérieur de la matière. Alors, la densité de données est assez impressionnante. C'est 7 Tera de données dans un support de la taille d'un DVD. Et ça peut durer 10 000 années sans perdre de qualité.
hyper stylé. Parce que actuellement, en fait, les DVD, les CD, ils peuvent. Je crois qu'il y a des gens qui ont estimé 15 ans la durée d'un DVD ou d'un CD. Et ça peut dépérir. Pour d'autres types de données, tu dois tout le temps les entretenir. Donc, par exemple, les disques durs ou les SSD, il faut les entretenir. Des fois, il faut qu'il y ait de la redondance, il faut les changer si jamais ils se cassent, etc. Et donc, tu as besoin d'une infrastructure en fonctionnement en permanence. Ouais, alimenté quoi. Sinon, c'est ça. tu peux. Ouais, les SSD, c'est combien de temps? Parce que en fait, ça peut être corrompu les données des SSD. En fait, si tu. Les SSD, déjà, s'il y a des lectures-écritures dessus, ça se détériore. Et si tu les laisses sans alimentation, ça peut complètement oublier ce qu'il y avait dessus. Ouais, parce que c'est des états excités ou désexcités des atomes. Et du coup, alors que là, c'est littéralement la matière qui est changée. C'est quelque chose de tangible. C'est comme si vous aviez littéralement gravé dans la pierre. Gravé dans la roche. C'est gravé dans du verre, à l'intérieur même du verre. Et donc, autant, si vous gravez dans la pierre, la pierre peut s'éroder, et du coup, vous voyez plus ce qu'il y a marqué dessus. Là, c'est à l'intérieur de la matière. Donc, même des rayures sur la matière ne feraient rien, ne changeraient pas les informations. Et tu dis que c'est même résistant, genre s'il y a un feu dans toute l'infrastructure qui contient ces trucs-là, ça détruirait même pas les données, quoi. Apparemment, ça résiste aussi au feu, je sais pas jusqu'à quelle température. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin du tout d'entretien sur cette matière-là. C'est assez compliqué pour graver et lire. C'est pas un truc que tu vas mettre dans ton PC. Ouais, ça prend du temps. Pour faire des lectures-écriture en temps réel. Tu vas regarder un film, tu peux pas brancher un appareil qui serait branché à ce truc-là pour le lire. Ouais. Mais par contre, regarde un peu toutes les archives qu'on accumule. On a des millions de données au fur et à mesure. Chaque année, je crois il y avait un chiffre comme ça où tous les 1 ou 2 ans, on avait plus de données que toute l'histoire de l'humanité ou un truc comme ça. Ouais, c'est fou. Et en fait, là, l'idée, c'est les archives, on sait qu'on va en avoir besoin un jour pour les consulter, mais on sait qu'elles vont pas changer. Donc, par exemple, là, il donnait l'exemple des rushs originales du film de Superman. Ils l'ont stocké pour faire un exemple. Et ils ont stocké, du coup, un film de 2 heures dans une petite plaque de 7 cm de côté et 2 mm d'épaisseur. C'est-à-dire que s'il y a une giga apocalypse et qu'il reste genre presque aucun humain, mais que dans 1000 ans, l'humanité renaît et tout. Ouais. Mais alors, disons 1000 ans, tu vois, parce que peut-être ils vont réussir à faire en 1000 ans. Et ils retrouvent le support et là, ils peuvent revoir le film. Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi ? Oups. Parce qu'en fait, au bout de 10 000 ans, t'as un bout de verre, quoi. Il faut quand même pouvoir le lire. Faut la technologie de lecture. Il faut la technologie de lecture et celle-là, elle reste pas en fonctionnement. Donc il faudra trouver un moyen d'expliquer comment reconstruire une technologie qui permet de le lire. Mais cette information-là, tu peux bien sûr pas la stocker sur le disque lui-même. Donc il faut quand même un petit peu de knowledge pour pouvoir les lire. C'est pas comme si c'était un truc aussi évident que le disque en or qui avait été envoyé dans l'espace. Oui. Ça, pour le coup, ils avaient fait en sorte qu'on puisse le comprendre sans avoir à décoder des données et tout. Pour que les aliens puissent pour que les aliens puissent venir nous examiner. Non, mais du coup, ça s'appelle le projet Silica. Allez voir la vidéo. Moi, le truc le plus stylé de la vidéo, c'est quand même les petits robots. Ils ont des rails installés et un petit robot qui va prendre la plaque de verre parmi l'immense mur de plaques de verre et qui peut la fetch et aller te la donner. Ouais. Et l'amener dans le lecteur. Et ça, c'est juste... Genre, ça fait vraiment... En fait, c'est une scène qu'on verrait dans un truc de science-fiction d'il y a 15 ans. Sur comment on fera en 2023 et tout. Et là, genre... Là, c'est littéralement ce qu'on va faire. C'est juste la réalité, en fait. On est dans le futur. C'est très impressionnant. Et moi, je pense que... Honnêtement, on pourrait juste graver plein de trucs pour être sûr de pas les perdre et les enfouir dans un bunker. Et dans après, 10 000 ans, on c'est aura Microsoft. Qu'est-ce qu'ils sont en train de graver sur ces trucs, à ton avis ? Parce que bon, on sait très bien les collectes de données. Peut-être qu'ils sont juste en train de graver notre historique YouTube, en fait, actuellement, sur tout notre historique Internet. Mais imagine si tout ce procédé est totalement automatisé. Mm-hmm. Tu fais une requête, genre de données, tu dis « Ah, j'ai besoin de ces données ». Là, il y a un petit robot qui va chercher le truc en verre, qui le met sous le microscope, qui le lit entièrement, qui te dit, genre, 2 heures plus tard, te renvoie les données que tu avais demandées. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Hein. C'est une ressource hyper utile, quand même. Carrément. Voilà, donc la petite avancée sur le stockage long terme pour l'humanité. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça n'utilise pas d'énergie, parce que les data centers sont connus pour utiliser énormément d'énergie. Ouais. Moi, je vois bien, par exemple, des services comme YouTube. Moi, j'ai peur de YouTube, actuellement. Si tu réfléchis à l'échelle de l'humanité,
YouTube est peut-être la ressource historique la plus importante de toute l'humanité. En termes de quantité d'informations. En termes, ouais, parce que autant la caricature qu'on en fait, parce que quand on arrive dessus, il y a que des vidéos complètement faux folles et tout, ça c'est vrai. Ouais. Autant les vidéos à 50 vues où c'est juste un expert dans son domaine qui explique pendant 3 heures un truc de A à Z, elles existent sur YouTube, elles sont dures à trouver, mais ces ressources-là, elles sont utilisées et chéries par énormément d'utilisateurs. Les travaux de recherche qu'on fera à l'avenir sur l'époque qu'on est en train de vivre, il faudra les baser sur ces données-là. Sauf que YouTube, c'est possédé par Google, qui est possédé par Alphabet, qui est une entreprise cotée en bourse. Bah ouais. Et à un moment, toutes les données qui sont sur YouTube, je crois que vous vous rendez pas compte la taille d'un fichier vidéo. Si ce fichier vidéo, il date de 15 ans et qu'il n'est pas utilisé une seule fois par un seul utilisateur, est-ce que YouTube va pas discrètement le faire disparaître ? C'est sûr qu'on n'a aucune garantie qu'il ferait pas ça. Hein. En plus, ouais, économiquement, ça aurait du sens. Franchement, est-ce que toi, tu avais déjà eu des vieilles chaînes YouTube qui ont disparu ou des trucs comme ça ? Dites-nous, les gens, si vous avez déjà eu des vieilles vidéos supprimées discrètement, on sait jamais. Hein. Parce que justement, ils avaient dit un jour que oui, notre priorité, c'est la rentabilité des vidéos, quoi. Si une vidéo... Je pense qu'ils parlaient surtout aux gens qui stockaient l'intégralité de leur album photo en ligne sans jamais... les vidéos de famille, bon. Sans jamais les mettre en public, et du coup, ça, ils étaient pas un peu contre, tu vois. Mais du coup, est-ce que ce serait pas intéressant, du coup, que toutes ces vidéos-là, qui vont commencer à ne plus être du tout exploitées par les utilisateurs, que Google annonce, voilà, on va les mettre sous forme d'archives. Et moi, je vois bien un système, par exemple, où au bout de X utilisateurs qui demandent la consultation d'une vidéo, la vidéo, elle va être fetch par le petit robot. Oui. Et elle est ressortie des archives, tu vois. Par exemple, du coup, cette vidéo était disponible, mais elle a eu que une vue les 8 dernières années. C'est ça. Mettez une pièce, tu vois, mettez un vote pour dire que vous voulez regarder cette vidéo, et du coup, après, ça ira chercher dans la base. Je pense que ça serait un bon moyen. Ça, c'est plus ou moins ce qui est fait aujourd'hui dans les data centers, où tu as plein de différents niveaux. C'est ce que je te dis, ça coûte énormément d'énergie. Pour la planète, c'est une catastrophe. En gros, ça rajouterait un tiers de stockage. C'est ça. Ultra long terme, encore plus long terme. Qui coûte encore moins d'énergie à faire fonctionner. Qui coûte littéralement zéro. Une fois que c'est gravé, c'est zéro. Un tas de verre dans un bunker. Mais est-ce que tu peux réécrire sur le verre ? T'as vu si c'est possible de... Je pense pas. Ou est-ce qu'une fois que c'est gravé, c'est genre... D'accord. Mais ça, tu graves une fois pour... Ça, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est un one-time... Mais du coup, c'est pour ça, dans le cas de YouTube, tu ne peux même pas éditer les vidéos après leur création. Donc, ça serait pas gênant. Hein. J'avoue. Attends, j'essaie de trouver combien de données ça représente tout YouTube. Apparemment, 40 zettabytes. Waouh. Créés en 2019. Je connais même pas l'unité, donc on est très loin. Attends, c'est plus gros ou moins gros que les hexabytes ? Je sais même plus. Bref, les gens, c'est beaucoup de données. Voilà, faites vos recherches. Très intéressant, cette nouvelle méthode de stockage. Le prochain sujet... On a une info assez ouf sur le coût des catastrophes naturelles, les gens. Pour la première fois, l'ONU a évalué le coût des pertes subies dans l'agriculture en raison des catastrophes naturelles. Et apparemment, ça ferait 3800 milliards de dollars sur les 30 dernières années. Nouveau rapport cette semaine qui a été publié. Souvent on parle du changement climatique, on parle de ces catastrophes-là, mais genre, il y a plein d'institutions qui n'arrivent pas à prendre en compte les externalités négatives du système économique, de tout ce qu'on est en train de faire et tout. Ou ne cherchent pas à le prendre en compte. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à faire rentrer ça dans un logiciel de chiffres économiques, quelles vont être les pertes, les gains, etc. Et aussi parce qu'on regarde seulement les gains court terme et pas ce qu'on est en train de faire sur le long terme. Donc moi, je pense que c'est ça vraiment l'intérêt de ce genre de rapport et de ce genre de tentative de chiffrement des dégâts. Puis bon, on pouvait s'y attendre, hein, que ça serait complètement délirant comme chiffre. Mais on rappelle que par exemple le PIB de la France, je crois que maintenant on est à 3 000 milliards. 3 000 milliards pour un des pays les plus riches du monde. C'est le flux d'échanges économiques qui sont dans le pays, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc 3 800 milliards de dollars perdus dans les 30 dernières années. Et encore, ça, c'est le passé, d'accord ? Parce que le pire des conséquences du réchauffement climatique... C'est ce qu'on appelle la dette climatique. C'est ça. Ça veut dire qu'on aurait
produit en fait beaucoup plus de richesses. Donc ça, c'est un moyen de faire comprendre à des gens qui arrivent que à lire le monde par des chiffres économiques et tout, que ça n'est pas techniquement efficace et rentable économiquement ce qu'on est en train de faire sur le long terme. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les conseils pour des développeurs. Il y avait des développeurs, ils voulaient des nouvelles machines. D'accord. Les machines qu'ils utilisaient étaient trop lentes. Mais à chaque fois, ils demandaient une nouvelle machine à leur patron. Leur patron disait non, c'est bon, vous débrouillez avec votre machine. Et du coup, ils ont fait un logiciel. Je dis il, mais je me rappelle même plus qui a fait ça. Mais d'accord, ouais. Ils avaient fait un logiciel dans lequel tu pouvais mettre le nombre de personnes qui utilisaient les machines, le temps que ça mettait pour exécuter un programme, et la même chose pour les nouvelles machines que tu demandais. Et du coup, ça chiffrait en temps combien de temps gagné par personne, et du coup, tu pouvais donner un nombre en dollars par an gagné par la personne en soustrayant le prix des appareils. Et du coup, ils avaient mis en place ce système-là pour que les gens puissent aller convaincre leur patron en disant, au lieu de « on veut des nouvelles machines », pour arriver dans le bureau et dire « je peux vous faire économiser 12 000 $ chaque année ». C'est tellement ça. En fait, quand les responsables interprètent une demande comme ça, comme un truc de en fait, on veut juste plus de bien-être, on veut un truc gentil pour nous, genre un truc, tu vois, un avantage pour nous. C'est ça, ouais. Et lui, il le voit que par ce prisme-là, bah peut-être oui, avoir des chiffres. Et donc là, c'est pareil, au niveau du climat, des catastrophes naturelles, c'est pas genre oh non, arrêtez de faire du mal aux chimpanzés, tu vois, donc c'est bien de le dire ça. Mais en fait, il y a des gens pour qui ça leur parle pas, et c'est plus voilà, il y a des gens, il faut leur expliquer, vous ne pourrez plus faire fonctionner votre société dans X années, et tu peux aller les voir et leur dire. Et il y a une réalité technique là-dessus. Et à un moment, et c'est ça qui est dur, c'est que le système économique en place fait que les acteurs agissent indépendamment les uns des autres, et que tant qu'il n'y a pas on va dire une punition, à ne pas prendre en compte les externalités négatives, en fait, chaque acteur, c'est mal pour lui de faire ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'à terme, ça fait chuter toute leur économie. Mais les acteurs indépendamment, c'est plus rentable pour eux par rapport aux autres de le faire. Donc par exemple, un agriculteur, de défoncer complètement la terre sur laquelle il cultive, sur le court terme, ça permet de choper l'intégralité des contrats, parce que du coup, lui, il vendra la bouffe moins cher sur le court terme. Et sur le long terme, oui, il a réussi à être le meilleur du coup, parce que tous les autres ont dû fermer, ont plié bagages, quoi. Ouais. Mais lui, au niveau de la rentabilité, au bout de X années, il se retrouve à avoir un rendement beaucoup moins élevé parce que sa terre est morte complètement. Ouais, c'est juste pas un système économique viable sur le long terme dans lequel on est, en gros. Ils ont aussi, l'ONU là, ils ont aussi traduit non seulement en chiffres économiques, enfin en argent, mais aussi ils ont dit que ça se traduisait par une perte de 147 calories par jour et par personne, parce qu'on parle des productions agricoles dans le monde. Et donc ils disent aussi que c'est l'équivalent, par exemple, des besoins de 400 à 500 millions d'humains chaque année, tellement on est en train de détruire le système agricole parce qu'on le rend de moins en moins efficace. Donc voilà, je pense que c'est pas mal d'avoir ces chiffres-là. Hein. Donc c'est un chiffre qui nous dit officiellement que, à cause de nos bêtises, on aurait pu nourrir 400 millions de personnes sans rien changer. C'est ça. Enfin, si jamais on produisait et qu'on n'était pas en train d'avoir un mode de production, si on éliminait juste l'impact négatif sur le climat d'accord. Et les catastrophes naturelles qui découlent du coup du changement climatique, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut de l'investissement et des agissements de la part des États. C'est pour arriver là-dedans et donner le petit coup de pouce aux entreprises qui, indépendamment, ne peuvent pas mettre en place des restrictions. Puisque s'ils se mettent en place des restrictions pour eux-mêmes... Ils meurent, c'est un marché, enfin tu peux pas... Exactement. Donc c'est à l'État de venir et de permettre de mettre en place un système dans lequel ces entreprises pourront, genre sur le long terme, exister. Exactement. Genre non entreprise, ne brûle pas le terrain sur lequel tu cultives, s'il te plaît, tu vois. C'est ça, exactement. On passe à la prochaine news. Alors la prochaine news, c'est que l'eau du robinet que tu viens de boire... Me dis pas ça. Tu viens de la boire. Ça en plein milieu du podcast. Non, je le dis. Je viens de te voir avec le gobelet. Ça va pas me rassurer. Hein. Elle ne doit plus être bue. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ce truc ? C'est un mail confidentiel. Pourquoi est-ce qu'on y a accès ?
Je ne sais pas. Merci le canard enchaîné. Donc confidentiel et alarmant du directeur de l'ARS Occitanie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mail qui a été envoyé. Le 18 octobre 2023, le canard enchaîné a publié un article contenant un mail du directeur général de l'ARS Occitanie à l'attention de ses cadres, leur rapportant une présence massive de polluants éternels dans l'eau potable en Occitanie. Celui-ci conseille notamment de ne plus effectuer de contrôle d'ici 2026. Alors, il y a beaucoup de choses folles dans ce qu'on apprend là. Déjà, c'est quoi l'ARS? C'est l'Agence régionale de santé. Et le directeur de l'ARS, Didier Jaffre, aurait expliqué qu'il faut plus faire de contrôle, en fait, pour pas trouver les choses. C'est pas contradictoire de dire à la fois il y a une présence massive de polluants éternels et à la fois faut plus effectuer de contrôle. Genre, quelle est la logique? Plus il y a des PFAS, substances poly ou perfluo. Bon, c'est un mot compliqué. Perfluoroalkylé. Ah, j'ai essayé. Hein. T'as essayé. Alkylé. Et apparemment, il a dit plus on va en chercher, plus on va en trouver. Ce raisonnement est hyper toxique. Parce que ça veut dire, tu sais, c'est le fameux truc, ah non, je vais pas chez le médecin, parce que tant que le médecin m'a pas dit que j'étais malade, tout va bien, tu sais. Ouais, je préfère ne pas savoir. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça, c'était censé être un mail privé. Donc hyper dangereux du coup pour les habitants. Ils expliquent qu'il faut devoir changer d'approche et de discours. Ouais, enfin, faut juste annoncer publiquement l'eau est polluée, non? Je comprends pas, là, on n'est pas sur un immense problème sanitaire qui va être dévoilé. Genre, ça va faire un énorme scandale sanitaire s'ils en parlent pas. C'est pire si t'en parles pas. Non, parce qu'ils font plus de tests, il y a plus de tests, donc c'est bon. Il dit explicitement l'eau du robinet doit plus être consommée, mais seulement utilisée pour tout le reste. Il faut privilégier l'eau en bouteille. En 2026, le renforcement des contrôles doit devenir obligatoire. Mais en attendant, le patron de l'ARS Occitanie conseille tout simplement de ne pas les faire. C'est fou. C'est quoi ce truc? Donc, moi je t'en avais parlé, tu me croyais pas trop sur l'eau du robinet. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Là, maintenant, on a un mail. Si, il y avait des preuves. D'accord, ok. Je sais même plus de quoi on est en train de parler. Les polluants dans l'eau du robinet. D'accord. En France? Mais oui. D'accord. Il y a eu toute une histoire récemment. Ah, ce truc-là, on oui, va pas parler sur le podcast. Si, je t'ai dit, il y avait des problèmes dans l'eau. Tu m'as dit combien de problèmes? Ah oui, c'était ça. D'accord, bon bah du coup on a la réponse à cette question de l'ancien épisode du coup. Bordel. Si, je t'avais dit qu'il y avait des problèmes dans l'eau. Mais là, c'est des risques avérés. Donc, c'est des polluants éternels. Ils sont appelés polluants éternels, résistants à la dégradation dans l'environnement, très persistants, très mobiles. Les connaissances sur les risques sanitaires sont encore insuffisants, mais plusieurs études font l'état d'effets suspectés ou voire avérés sur la santé humaine, comme des risques sur la fertilité, le diabète, l'obésité, le cancer et les perturbateurs endocriniens. Donc, pas cool, vu que les gens qui sont censés faire ces tests-là sont affolés, disent de ne pas l'utiliser. Je pense que c'est plutôt bien que ce mail est leaké. Et ouais. Je pense, en tout cas en Occitanie, il ne faut plus en boire apparemment. L'agglomération de La Rochelle, ils vont couper 15 de ces captages en eau potable. Et un tiers de la population serait concernée. Mais apparemment, il y aura des travaux fin octobre où les habitants de La Rochelle vont être accordés à un nouveau fleuve. Genre, ils vont changer l'acheminement de l'eau potable. D'accord, on ne sait pas trop si ça va régler le truc parce que j'ai l'impression que c'est juste toute l'eau qui est polluée, genre le truc, les nappes phréatiques aux rivières, aux océans. Le truc, c'est que tu n'es pas obligé jusqu'en 2027 de tester ces choses-là. Donc, je pense que eux le faisaient de eux-mêmes, tu vois. D'accord. Et ils ont dit, ouais, arrêtez de le faire parce que ça passe obligatoire en 2026. Et en fait, nous, on a un énorme problème là-dessus. Mais vu que c'est pas obligatoire, on n'a pas besoin de le dire, en fait. Je crois que c'est plutôt ça le délire, en fait. Bon, bah d'accord. Un petit peu inquiétant comme information, mais je pense que c'est important qu'on soit au courant qu'il y a des problèmes là-dessus. La prochaine news, alors ça... Attends. Avant la prochaine news. Attends. J'aimerais vous informer de comment fonctionne cette émission. Il y a une annonce. Comment fonctionne cette émission? Nous parlons de sujets d'actualité, on donne un peu nos avis, etc. Mais aussi... vous pouvez prendre part
dans ce programme. En le soutenant, vous pouvez comme ça avoir la petite impression satisfaisante que vous permettez à ce contenu d'exister. Et en même temps, vous pouvez poser une question. Donc tout ça, ça se passe sur lerendez-nous.fr ou alors vous avez le lien là dans le chat directement. Et vous pouvez effectuer un don et poser une question. Et nous répondrons à cette question dans un petit segment à la fin de l'émission. Ou la semaine prochaine, si vous écoutez en différé. Très bien dit. Très bien dit. Je m'améliore à chaque fois. Non, ouais, non, excellent. Ça commence à se roder, non? Alors, est-ce que tu as vu ce qu'a dit J.K. Rowling cette semaine? Oula. C'est assez ouf, hein. Mais il y a même plus de tentatives. Est-ce qu'on préférait pas juste partir du principe que c'est un auteur qui a écrit Harry Potter et qu'aujourd'hui on ne connaît plus cet auteur et j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais malheureusement on dirait que c'est une des personnes les plus militantes sur le sujet de la transphobie. Bon, vas-y, dis-nous tout. Alors, ça y est, genre elle essaye même plus de le cacher ou de modérer ou de faire croire que elle serait pas problématique sur la question, mais elle a quote tweet cette semaine un tweet qui disait les femmes trans sont des femmes, et elle a juste répondu, elle a juste quote tweet en disant non. Elle a été interpellée après par des gens sur internet qui évidemment ont un souci avec ce genre de propos, et elle répond: je ferai avec plaisir 2 ans de prison si l'alternative est l'obligation d'utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité. Amenez-moi devant le juge, je m'amuserai plus que sur n'importe quel tapis rouge. Après, elle est au Royaume-Uni, donc c'est un peu le pays de la transphobie. Je sais pas si elle serait réellement condamnée. Pourquoi c'est le pays de la transphobie? Il y a un mouvement transphobe. Bah, déjà, il y a J.K. Rowling, mais il y a énormément d'influenceurs, d'influenceuses dans les médias. Il y a des lois qui ont été passées pour réduire l'accès des personnes trans au traitement dont ils ont besoin, et vraiment c'est un peu un mème de dire c'est le pays de la transphobie, c'est une exagération. Il y a plein de personnes non transphobes et il y a plein de gens qui militent et qui se battent pour que les choses s'améliorent sur ce plan-là, mais voilà, je pense que on disait souvent, parce que beaucoup de gens disaient que J.K. Rowling avait des avis transphobes pendant des années et tout. Régulièrement, on avait des gens qui venaient à sa défense en disant c'est pas exactement ça, machin et tout. Je sais pas, là on est en train de faire le truc le plus transphobe que tu peux faire, c'est-à-dire de nier qu'une femme trans est une femme ou qu'un homme trans est un homme. On rappelle que les personnes trans qui, quand on respecte pas leur identité de genre, le risque qu'elles se suicident, qu'elles soient dans le mal-être absolu est démultiplié fois 10, fois 20. C'est juste une catastrophe, quoi. Elle s'est pas arrêtée là. Elle a dit « J'aimerais bien être affectée à la bibliothèque de la prison pour des raisons évidentes, mais la cuisine, ça passerait aussi. La buanderie, ça serait compliqué. » Attends, quoi? Attends. Très, très, très étrange, hein. Très, très, très étrange. Ok. Mais c'est fou quand même qu'une personne qui était, ouais, comme t'as dit, genre qui était adorée pour ses livres, pour ses contributions à la culture, pour un tas de choses, a juste décidé d'utiliser son pouvoir et sa tribune quand même immense, parce que c'est une milliardaire de Harry Potter. Elle a décidé juste de flinguer complètement sa carrière depuis quelques années. C'est de pire en pire. Hein. Elle était partie sur un délire fou où il y avait tout un livre rédigé sur le sujet. Oui, elle incluait des tweets et tout. Des tweets qui ressemblaient beaucoup aux réponses qu'elle se prenait, elle, sur Twitter. Alors, il y a une citation de J.K. Rowling qui vient de Harry Potter et la coupe de feu. Ah, lis la citation. Pourquoi t'as l'air hyper... Je la connais. Ah bon? Je l'aime bien. Vas-y. Attends, je vais la mettre en français. Parce que je l'avais en anglais, dans la langue originale de l'ouvrage. Et non, mais parce que c'est ce genre de citation qui a mal vieilli, en fait. Ce qui compte, ce n'est pas comment on est, mais ce qu'on devient. Oui, genre anti-essentialisme. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de notre vie, de c'est notre marrant, temps, de notre... Ouais. C'est marrant. Marrant. Mais du coup, moi, ma question, c'est... Moi, personnellement, j'adore l'univers de Harry Potter. Ouais. Là, par exemple, récemment... récemment, c'était peut-être il y a 2 ans maintenant.
mais il y a quelqu'un dans mon entourage Ouais. qui avait pas du tout vu Harry Potter, un seul film. Ouais. Et en fait, Il y a j'étais encore de trop quoi, content. J'étais trop content. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai revu tout Harry Potter avec une personne qui l'avait jamais vu. Tu l'as bingé. Tous les films. Et bah, du coup, c'est super intéressant parce que ça te permet, toi, j'adore faire ça, genre sur les œuvres que t'adores. Quand tu le montres à quelqu'un et que la personne, du coup, tu peux revivre un peu le fait de le voir pour la première fois. Ouais. C'est vraiment cool. Et moi, je vois pas. Enfin, honnêtement, je vois pas l'intérêt de ne pas pouvoir apprécier toutes ces œuvres. Bien sûr parce que non. beaucoup- Ah non, moi je suis d'accord, il y a aucun souci. non, parce que il y a je des sais pas si t'as vu éléments ça. super dans le film, l'univers est super. Ouais. Je sais pas si t'as vu ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, vu qu'aujourd'hui elle a des positions transphobes, il faut pas supporter son œuvre, il faut pas supporter. Ouais, je suis vraiment pas d'accord avec ce point de vue-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, moi je l'avais dit sur la polémique sur Hogwarts Legacy. Beaucoup de gens disaient mais c'est transphobe de jouer à Hogwarts Legacy, de l'acheter, de le streamer, etc. En fait, je pense que c'est pas le moyen le plus efficace de lutter contre la transphobie de façon systémique. Je veux dire, oui, techniquement, J.K. Rowling touche un petit peu d'argent sur les ventes de ce Pas jeu. mal d'argent quand même. Pas mal d'argent sur les ventes de ce jeu. Mais bon, en elle fait, est déjà riche en fait, non ? Mais en fait, ouais, mais en fait, c'est même pas ça. C'est dès lors que tu consommes n'importe quel produit dans la société actuelle, tu vas financer, que tu le veuilles ou non, parce que les gens sont actionnaires de ces tous les entreprises-là. actionnaires de ces entreprises. Toutes les actionnaires, bah, tu vas financer en fait des gens qui vont avoir des avis catastrophiques sur des sujets. Qui financent des partis de droite, d'extrême droite avec tout leur argent. Qui financent, enfin, tu achètes, je sais pas, tu as un abonnement téléphonique, tu vas financer Bouygues, qui ensuite va acheter un média. Tu vas financer, oui, genre, au final, vu la structure économique de notre société, il y a une classe d'immenses actionnaires, de gens qui ont énormément de pouvoir économique, de possession. Je veux dire, Bolloré, il possède quoi ? 250 entreprises de presse. Donc tu vas faire quoi ? Tu vas plus payer une seule entreprise de presse, tu vas plus consommer. En fait, le boycott peut être efficace dans certaines conditions bien précises, mais ce genre de boycott, pour moi, c'était pas efficace. Et en plus, en termes D'image. En termes d'image renvoyée au plus large public, pas l'impression que ça a été efficace. Moi, j'étais pas d'accord. Là, le jeu Hogwarts Legacy va ressortir, mais cette fois-ci sur Switch en novembre. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir toute une campagne de boycott ? Est-ce que si j'ai boycotté Hogwarts Legacy quand il est sorti sur PC, est-ce que là, quand même, la Switch peut l'acheter, tu vois ? C'est pas le vrai jeu en 4K, machin, c'est la version qui peut tourner sur Switch, donc techniquement... Je pose la question, je sais pas. Non, mais bref. Très cringe, J.K. Rowling, très cringe, et elle s'enfonce encore une fois. Et je pense que là, juste plus personne peut nier que... voilà, oui. Elle dit l'opinion Elle dit centrale explicitement. tenue par les personnes transphobes, qui est qu'une femme trans n'est pas une femme, enfin que tu n'es pas du genre auquel tu t'identifies. Et est prêt à aller en prison 2 ans pour ça. C'est incroyable. C'est assez fou quand même. Enfin, je sais pas, au niveau des convictions politiques, être prêt à aller à 2 ans en prison pour quelque chose, faut que ce soit vraiment loin dans ta conviction, parce que on est d'accord que ça coûte rien de juste dire même si toi personnellement tu considères pas, genre tu dis non c'est pas un homme cette personne, tu vois, ou non c'est pas une femme cette personne, même si toi tu penses ça premier degré, ça te coûte quoi de juste dire il ou elle pour juste le savoir vivre en fait. Mais oui, le savoir-vivre de base. Elle va voir genre une femme trans, genre même avec un passing parfait, machin, qui va être totalement accepté en société. Tout le monde va dire madame, tout le monde va dire elle, machin. Elle va arriver, elle va mégenrer, elle va aller 2 ans en prison pour ça. Enfin, genre il faut être à un certain niveau de militantisme politique transphobe quand même. En plus, je trouve que tout le délire des gens qui disent ah mais c'est pas normal qu'on doive dire il ou elle, machin, tout ce délire là. En fait, c'est pas nouveau. Genre, on a des conventions de savoir-vivre depuis longtemps. Il y a des personnes, par exemple, tu sais, genre, non, faut pas lui en parler. Genre, une personne qui a une énorme tache sur sa figure. Est-ce que tu vois des gens arriver et dire oh, tu as une énorme tache sur ta figure? Et les gens vont dire quoi? Pourquoi tu dis ça? Ils vont dire je ne peux pas nier la réalité. Il y a une tache sur sa figure, je dois lui dire. Tu vois, genre, non, arrête d'être complètement taré, quoi. Genre, genre, c'est le savoir-vivre. Tu dis bon, cette personne doit deal avec ça toute sa journée. Je vais pas rajouter une couche quand je vais dire bonjour, comment ça va? Je vais avoir une discussion normale avec cette personne. Puis même sur la définition, enfin bon. La stratégie d'essayer d'adopter une définition de femme qui va faire souffrir plus de gens, ou une définition d'homme qui va faire souffrir plus de gens qu'une autre définition, c'est-à-dire la définition de dire
on se base sur l'identité que la personne ressent, le genre ressenti. J'ai toujours pas eu un seul argument sur pourquoi on devrait essayer d'exclure les personnes qui s'identifient comme femmes de la catégorie. Mais c'est vrai que Pas d'argument, ils ont pas d'argument. c'est vrai que le plus marrant, c'est quand il y a par exemple une femme trans qui va dire votre cause ne sert à rien, vous pourrez pas m'empêcher d'être le genre que j'ai envie, des choses comme ça, et ils vont répondre genre tu ne seras jamais un homme à une femme trans. Ah oui, quand ils se trompent. Ils Ça, se c'est les trompent. Genre. meilleurs. C'est là, ça, De toute ma vie, je vois très bien à quoi tu ressembles et je te le dis, tu pourras jamais être un homme. les comptes, genre les conservateurs qui postent leur self-own et tout sur Ils Twitter, répondent juste merci beaucoup de me soutenir dans mon juste combat. Ça, c'est mes tweets préférés, ça. Bon, Envoyez-moi ces tweets-là, je veux les voir. Je veux tous bon les bah voir. écoute, tu nous feras une review de la version Switch de Hogwarts Legacy. Retrouvez du coup un let's play sur ma chaîne Twitch. Non, On va parler maintenant. Et bon, là, c'était vraiment pour le titre aguicheur de dire que c'est le premier smartphone made in China. Bien sûr, énormément de l'Occident exporte sa production en Chine et énormément de choses sont made in China. Mais là, c'est plus particulier. Parce que là, on parle littéralement d'un téléphone conçu en Chine jusqu'à sa puce. Jusque la puce elle-même du téléphone. Alors pourquoi c'est D'accord. important d'en parler ? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, les puces, elles étaient faites par des entreprises comme Qualcomm, des choses comme ça. Et il y a un énorme barrage technologique qui est mis en place par les États-Unis depuis un moment, qui avait par exemple interdit à Huawei l'installation d'infrastructures 5G dans son territoire, des choses comme ça. d'accord. Il y a eu par exemple énormément de portables de marques d'origine chinoise qui n'avaient pas le droit d'utiliser le Google Play Store et donc qui ont arrêté d'être vendus aux États-Unis parce qu'ils pouvaient juste pas être utilisés aux États-Unis. Et tout ça était fait dans le but de ne pas donner des avantages technologiques à la Chine selon les États-Unis. Ouais, la guerre industrielle et technologique. Parce qu'ils avaient peur que les missiles soient mieux téléguidés que les leurs ou des trucs comme ça, quoi. En gros, hein, je suis en train de vulgariser énormément, mais mais là, du coup, ils ont réussi à faire une puce. La puce, bien sûr, elle a des limitations, parce qu'apparemment, elle utilise un degré de précision de 14 nanomètres, soi-disant. Et alors Ouais, qu'on peut donc faire un peu, beaucoup plus fin que ça. on est sur du 4 ou du 2 nanomètres même aujourd'hui. Ouais. Mais Mais les derniers trucs. Ouais. le fait est que c'est un smartphone fonctionnel de haute qualité apparemment, mais du coup il n'a pas eu besoin de signer de contrat avec une technologie, d'utiliser de technologies qui viennent pas de Chine, quoi. Donc ils ont réussi à C'est ce que bypass je en comprends. gros. C'est ce que je comprends de l'article parce que les bon, restrictions américaines sur le sujet en ayant. Et du coup, cette puce Kirin 9000S. ouais, donc c'est le processeur Kirin 9000S qui a une compatibilité avec la 5G. Et normalement cette compatibilité, tu as besoin d'avoir les caractéristiques dont tu as besoin, c'est normalement des technologies qui sont pas accessibles si tu passes pas par les États-Unis ou plutôt Taïwan, je pense, enfin je suis pas sûr. Tout ça pour dire que ça a surpris qu'ils soient capables de faire ça. Et donc il y a un smartphone qui l'utilise, du coup c'est le Huawei Mate 60 Pro Ok. qui peut du coup utiliser la 5G. Et ce portable du coup ne dépend pas d'une puce. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, je veux dire, c'était à peu près. Enfin, on pouvait le prédire, quoi. On pouvait s'y attendre. La Chine, sur un plan technologique, sur un plan industriel, enfin, sont littéralement en avance sur énormément de trucs, sur la majorité des pays. Sur l'armée, le militaire et tout, ils progressent à une vitesse immense, même si je pense que les États-Unis ont encore pas mal d'années d'avance parce qu'ils ont des choses qu'ils dévoilent même pas, Le truc, c'est etc., que. etc. Mais ouais, Ouais. je suis pas vraiment surpris. Enfin, la Chine est devenue juste une puissance technologique récemment, majeure. Récemment, par exemple, ils ont, si je me souviens bien, dévoilé un GPU qui ne soit ni fait par AMD ni par Nvidia et qui soit fait uniquement chez eux, quoi. D'accord, ouais. À mettre sur un ordinateur. Les drivers étaient complètement horribles, qui pouvaient faire tourner quasiment aucun jeu pour le moment, mais le hardware avait l'air de fonctionner. Apparemment, là, ils ont annoncé que Nvidia pourrait pas vendre de cartes graphiques en Chine. Ah ouais. Ouais, d'accord. Donc là, on parle du coup d'empêcher la Chine apparemment de faire d'utiliser du matériel pour travailler sur les intelligences artificielles, si j'ai bien compris l'objectif Ouais, ça serait logique. du truc. Le GPU, ouais. Après,
souvent on nous disait que regarde la mondialisation, l'interopérabilité, l'échange des biens et des services, ça fait que chaque pays commence à se spécialiser et que du coup aucun pays ne peut exister sans l'existence de tous les autres pays, et du coup ça réduit la possibilité qu'il y ait une guerre. Oui, parce que l'interdépendance, ça c'est toujours, ça a été un argument. Ouais. Est-ce que le fait que du coup il y a 2 blocs qui n'ont plus besoin d'interdépendance est pas un petit peu angoissant? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Après, si on parle d'une guerre ouverte, beaucoup de gens parlent des risques de guerre, de Troisième Guerre mondiale entre les US et la Chine, des choses comme ça. Moi, je parle pas forcément de guerre de ce type-là. Je parle guerre économique. Le fait de faire souffrir littéralement le pays en mettant des blocus, des choses comme ça. Ça arrive déjà actuellement, tu vois, sous quelques formes. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas, c'est super compliqué. Après, on parle de rivalité. Il y aurait aussi l'argument de dire si les US ont le monopole sur certaines technologies, oui, bien sûr. Ça crée un déséquilibre aussi. Même si je vais pas te mentir qu'actuellement, les Américains ont mis au pouvoir Trump il y a quelques années. Et c'est pas exclu qu'ils le refassent dans un an. Même si, pas forcément le truc le plus probable. Mais c'est quoi la position des États-Unis sur Taïwan? La position des US, ils disent que c'est un... Ils avaient dit qu'ils prenaient pas position, non? En fait, c'est compliqué. Ça dépend. Tu parles de la position officielle diplomatique des États-Unis? Non, parce que le concept d'interdire à Nvidia de livrer des puces qui viennent de Taïwan à la Chine... Oui. Et le concept est juste marrant quand même. Oui, c'est un petit peu marrant. Après, c'est une entreprise américaine. Oui, je sais, mais bon. Qui fait fabriquer à Taïwan, ouais. Bref, voilà, du coup, je voulais en parler quand même. En vrai, ma vraie position sur ça, c'est la France devrait faire la même chose. Devrait faire quoi? Avoir les capacités de produire ses propres chipsets de A à Z. Et je sais pas si on se rend compte à quel point c'est un truc majeur aujourd'hui de savoir faire ça complètement de A à Z sur ton territoire. Mais oui. Avec les usines de fabrication nécessaires. C'est ultra compliqué ce qu'ils font à Taïwan. Le truc... Ils arrivent à le faire nulle part autre dans le monde pour l'instant. Mais... Moi, il y a un truc, c'est que je pense pas qu'on ait besoin de pouvoir faire à la chaîne des centaines de millions de puces. Et je pense pas qu'on ait besoin de faire la dernière puce à la mode. Mais je pense qu'il faut techniquement pouvoir faire une puce. Tu vois ce que je veux dire? Faut de A à Z. Oui. Genre, faut qu'on ait les moyens de faire... Faut qu'on ait une puce où on est sûr qu'il n'y a pas un Intel Management Engine dedans. Non, désolé si vous ne connaissez pas, mais on a aujourd'hui dans les puces de Intel, il y a des coprocesseurs un peu bressons, un peu pas clairs et tout. On sait pas. Backdoors. Il y a des backdoors. Enfin, en fait, est-ce qu'on peut avoir juste un processeur où les plans de fabrication sont open source, on est sûr comment c'est fabriqué, on peut vérifier toutes les étapes du processus. Moi, c'est ça. Je suis inquiet parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ne serait-ce qu'au niveau du knowledge, de techniquement pouvoir faire au moins une puce de A à Z, il y a 2 raisons pour faire ça. C'est si jamais un jour on a vraiment besoin, on peut reproduire toutes les... Genre, on a maintenu en place tout la verticalité, on peut rapidement scale à partir de ça, tu vois. C'est ça. Et le deuxième, c'est au point de vue de la négociation, de dire aux gens, mais attendez, on dépend pas totalement de vous. Là, on tolère d'échanger avec vous, mais on pourrait se casser à n'importe quel moment, tu vois. Bah oui, c'est en termes de rapport de force, c'est un truc qui va être majeur dans ta capacité à influer et tout. Et ouais, non, l'indépendance industrielle numérique de la France, pour moi, c'est un truc majeur. J'aime bien parce que Macron en 2017 prétendait que c'était un de ses objectifs et tout, et il n'y a absolument rien qui a été fait à la hauteur pour ça. Tu peux largement faire tout ça sous l'égide de la recherche. Oui, la recherche publique. L'État français, sous l'égide de la recherche publique, veut un fab de A à Z, de pouvoir techniquement produire des chips, quoi. Suffit de le demander en fait aux ingénieurs et aux gens en fait. C'est juste payer des ingénieurs pour le faire et on le fait. Hein. C'est quand vous voulez, je sais pas. Hein. Bref. Mais ouais, t'as totalement raison. C'est un sujet, l'indépendance quand même. Hein. Gros sujet. Mais pas que là-dessus. Hein. En fait, sur tous les domaines, on doit pouvoir être capable. Et comme je dis à chaque fois, c'est pas forcément d'avoir l'intégralité de la production en interne, mais de savoir le faire, quoi. On peut commander des boulons et des écrous. Genre, si un jour t'as besoin d'une résistance 25 ohms, tu peux la produire, quoi. Genre, tu dis pas mince,
je n'ai pas la résistance 25 ohms sur AliExpress, je ne peux pas faire fonctionner mon Actuellement, pays. c'est ça. Hein. Actuellement, on n'a pas eu un seul. Bah pour les masques, c'était ça, genre ah mince, comment on fait pour mince Les comment on fait masques, pour... genre Oui, littéralement le truc le plus facile à tissu, produire, c'est du juste du papier. un bout de tissu. Ça, je m'en remettrai jamais de ça. Hein. C'est une dinguerie. Alors le sujet suivant, parlons-en. Alors là, c'est sur les selfies. Ouais, explique-nous ce qui se passe avec les selfies. C'est quoi ce truc? Les selfies nous font perdre du poids? Bah en fait, ils ont étudié l'impact du fait de prendre des selfies, qui est quelque chose qui est devenu beaucoup plus fréquent qu'avant. C'est-à-dire avant, quand tu prenais des photos, fallait demander vrai. à quelqu'un de les prendre pour toi si tu voulais être pris en photo. Au XVIIe siècle, je prenais moins de selfies. Moi. Là, toute personne qui a un smartphone a techniquement sur un bouton la possibilité de se voir sur l'écran. Et en appuyant sur un deuxième bouton, boum, il y a une image qui existe de eux. Non, mais vraiment, Non, c'est vrai ça. le concept est assez délirant. C'est-à-dire maintenant, tu as une image qui existe de toi, qui sera peut-être stockée dans des bouts de cristaux pendant 15 000 ans. On verra. Et du coup, il y a une étude qui a fait qui a essayé de savoir quels impacts ça pouvait avoir. Et en fait, une simple photo peut nous faire maigrir, mais c'est loin d'être une bonne chose, nous dit cet article. Donc, comment la photo te fait maigrir? Bah, en fait, le fait d'être pris en photo fait que tu es plus conscient de à quoi tu ressembles et aussi, selon l'angle de la photo, ça peut avoir un impact différent. Ils ont étudié du coup plusieurs angles. Donc en gros, ils disent statistiquement, les gens qui prennent plus de selfies sont plus minces sur le long terme. Et donc, ils ont attribué ça au fait des... À quel point? Parce que est-ce que c'est juste une corrélation? Ou est-ce qu'on a pu mesurer... Attends, je regarde. Beaucoup d'entre nous voient des selfies tous les jours en parcourant le nombre croissant de plateformes de réseaux sociaux. D'accord. Bon. Ah, c'est une étude menée sur des participantes? Oui, c'est ça. Donc beaucoup de... Oui, et du coup, selon l'angle de vue de la photo, tu te trouves plus ou moins mince. Et le truc, c'est que l'impact, c'est que compte tenu de l'augmentation des problèmes d'image corporelle et des troubles de l'alimentation, il était essentiel de comprendre l'impact des médias sociaux sur l'image corporelle. Et du coup, ça en pourrait être la source, c'est-à-dire que du coup, vu que tu te vois dans l'image chaque jour, t'es beaucoup plus critique envers toi-même. C'est ça. Et voire trop critique. Parce que Ouais. comme on a dit, avec l'angle de vue, ça peut te donner l'impression que t'es vu que tu prends de très proche avec une grande focale, et ça pourrait te donner l'impression que t'es beaucoup plus gros que ce que t'es. Ça te donne un effet, ouais. La prise de conscience de la manière dont nous jugeons les images peut contribuer à atténuer les effets négatifs sur la satisfaction corporelle, les régimes et le risque de troubles de l'alimentation. L'étude n'est pas exempte de défauts, ne serait-ce que par son panel restreint de participants, que des femmes de plus de 18 ans. Mais c'est un exemple de plus que les réseaux sociaux nous fournissent des images plutôt irréalistes du corps, et cela ajoute à la pression mentale qui s'exerce sur de nombreuses personnes. Donc en gros bon, c'est pas des nouveautés, c'est juste que là il y a une étude pour en parler. Les images que tu vois sont prises avec un angle plutôt qui met plutôt en valeur les personnes, et toi quand tu vas ouvrir ton appareil photo, l'angle est différent, et même si tu n'as pas de problème de poids ou quoi que ce soit, tu vas trouver que par rapport aux images que tu vois d'habitude, t'as un problème, quoi. Et il faut faire quelque chose, et du coup ça va te pousser à avoir peut-être des problèmes alimentaires, plein de des choses. troubles de l'alimentation. Est-ce qu'on peut... Ouais, c'est pas vraiment les selfies en fait, on est d'accord? Bah si, parce que c'est la pression sociale. Parce que non, là, parce que du coup en plus de prendre tu peux des selfies... comparer. Ah oui. Parce que du coup tu compares une photo que t'as vue sur internet, tu te dis ah, à quoi je ressemble moi, Ouais. tu lances le selfie, et là tu dis merde. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, en tout cas, les pressions sociales sur les réseaux sociaux, sur les corps des gens, je sais pas si t'as vu j'ai vu des polémiques récentes sur des mannequins, enfin sur tout un tas d'influenceuses qui postaient sur Instagram, et à quel point leur espace commentaire remarque genre chaque micro détail du corps, chaque truc, genre ah t'es pas assez maquillée ici, machin, enfin. Non, parce que l'étude, la pression sociale est juste dingue. Hein. L'étude spécifiquement, elle dit que c'est pire que si juste quelqu'un t'avait pris en photo en fait. Ok. C'est encore pire. Il y a un effet spécifique du selfie. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas... Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Est-ce qu'on peut mettre un filtre sur les images qui redresserait pour défaire? Non, ça c'est encore pire parce que du coup ça fait de la dysphorie. Parce que du coup tu dis ah mais j'aimerais ressembler à ce qu'il y a après les faits. Ouais, genre les filtres Insta. Du coup, tu vois ce que je veux dire, ça crée une comparaison encore plus forte.
Non, je sais pas vraiment. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse là-dessus. Hein. Est-ce que peut-être déjà comme ils disent dans l'article, le fait de savoir que les selfies ne sont pas l'angle des selfies n'est pas représentatif. Le fait même de le savoir, le fait que là nous on en parle et que du coup t'as moins de chances de te dire ah oui je suis vraiment moche. Au lieu de te dire ah oui je suis moche, je suis trop gros et tout. Ouais. Tu peux te dire ah ouais non mais là c'est un selfie tout pourri. Alors que je c'est ça, de prendre conscience que en fait, ça c'est fou aussi. Il y a des gens, faut vraiment réaliser à quel point sur une photo de vous, les lumières, les angles, le type de lentille, la distance, si tu prends de super loin et tu zoomes et tout, c'est beaucoup plus parallèle, c'est beaucoup plus que toi tu t'imagines quand tu te vois dans une glace ou des choses comme ça. Et voilà, faut avoir un peu de recul, d'esprit critique sur ce qu'on voit sur internet, sur comment sont faites les photos. Pareil, genre pour les photos d'hommes baraqués et tout. C'est tellement facile avec une lumière qui vient d'au-dessus, bien sûr, avec un pump, avec machin, d'avoir l'air genre 14 fois plus baraqué que. Et aussi, peut-être en personne. Peut-être de commencer à se rendre compte que c'est pas parce que des gens aiment quelque chose que cette chose doit être aimée. Donc, sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est pas parce qu'une photo a beaucoup de likes ou beaucoup de réactions que la chose qui est montrée sur la photo est une bonne chose. Pas faux. Parce que moi, j'ai aussi cette impression-là. C'est un problème beaucoup plus global après. Hein. Bah oui, mais j'ai l'impression que du coup, on aligne notre système de valeurs avec le système de valeurs de la plupart des gens. La popularité. Et du coup, on se dit, moi, si jamais je ne ressemble pas à ce qu'il y a sur cette photo, par exemple, j'aurai pas les likes. Mais en fait, les likes, ils viennent de gens random sur Internet. Alors que vous choisissez qui vous entoure et qui seront les gens qui vous entourent, etc. Donc, est-ce que quelqu'un qui va pas t'aimer parce que t'as un certain look, est-ce que t'as vraiment envie de son approbation? Exactement. Pas vraiment en fait. C'est pas ces gens-là dont tu veux l'approbation. C'est ça, tu vois. Ah oui, il faut avoir des standards qui sont pas juste avoir 14 millions mais oui, de en fait, ça va dans les deux sens. De gens toxiques. À la fois, tu aimes bien avoir l'approbation des gens, mais à la fois, il y a certaines personnes, l'approbation qu'ils donnent est une piste pour savoir, genre, ah non, en fait, cette personne, elle craint, quoi, tu vois. Genre, si quelqu'un le premier truc qu'il te dit, ça va être genre sur ton apparence physique ou des choses comme ça, voilà quoi, c'est pas super. Ouais. Alors, une dernière petite information sur le Nutri-Score. J'aime bien parler du Nutri-Score, moi. Moi, je l'utilise premier degré, le Nutri-Score, dans ma vie de tous les jours. Hein. J'ai 2 sandwichs triangles dans le magasin. S'il n'est pas Nutri-Score, moi, je le prends pas. Hein. Ouais. Quoi, attends. Ok, juste avant. Il va révéler une info. Avant qu'on se lance sur le sujet lui-même, sur l'usage du Nutri-Score, moi, de base, je ne vais pas regarder le Nutri-Score en premier. Je vais chercher ce que je veux à la base et regarder au niveau des ingrédients et des apports caloriques, etc. D'accord. Les nutriments et tout. Et après, s'il y a vraiment deux types de nourriture très similaires avec un prix similaire, avec des certifications similaires, genre bio, des choses comme ça, seulement là, le Nutri-Score va déterminer lequel des deux je vais prendre, quoi. Donc c'est pas le premier critère pour toi. C'est un des tout derniers, 3, 4. Ouais. Okay. Moi, c'est surtout on a dit, hein, c'est pour des plats préparés, des trucs comme ça, où c'est pertinent, parce que quand c'est juste pour genre l'huile d'olive, ça n'a aucun sens. Mais du coup, cette semaine, on a une nouvelle étude, une méta-étude en fait, proposée par The Conversation, qui a regardé en fait l'ensemble des études sur le Nutri-Score, les études scientifiques publiées depuis 2014, et qui a regardé est-ce que du coup le Nutri-Score est efficace ou pas pour remplir son objectif qui est d'améliorer la santé des gens et les choix des consommateurs. Donc, parce qu'en fait, depuis 2014, le Nutri-Score fait l'objet de diverses critiques de la part de nombreux industriels, ainsi que des structures du secteur agricole qui s'opposent au déploiement. Et en fait, ces acteurs-là avaient publié des études scientifiques qui mettaient en avant qu'il y aurait apparemment des effets négatifs du Nutri-Score. Je ne sais pas trop quels effets négatifs, mais bon, c'était quand même particulier. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé toutes les études publiées depuis 8 ans, et une étude portant sur le Nutri-Score a 21 fois plus de chances d'aboutir à des résultats défavorables pour ce logo nutritionnel si les auteurs ont déclaré avoir un conflit d'intérêts ou si l'étude est financée par l'industrie alimentaire elle-même. 21 fois
plus de chances d'avoir des Waouh. résultats défavorables au Donc en Nutri-Score. gros, ils ont là on est sur une méta-étude où ils ont étudié plein d'études qui existent déjà Ouais. et juste celles qui ont des liens, qui ont fricoté en fait avec des industriels. C'est littéralement des études Non. produites par les industriels. Normalement, des études de ce type-là, Ouais. c'est juste, ça a été financé parce que ils sont gentils les industriels. Oui, ils veulent juste savoir. Voilà, et donc Ah oui. on va trouver les mêmes choses que dans d'autres études. Mais là, tu es en train de me dire non, on trouve pas les mêmes choses, il y a une différence 21 fois. Énorme influence de l'existence ou non de conflits C'est d'intérêts violent, par quand les même. gens qui font l'étude. Et globalement, 83% des études sont favorables au Nutri-Score, d'accord? D'accord. Donc, vont dire, par exemple, 149 articles. Après, même si l'établissement du Nutri-Score, je le trouve hyper bizarre, la manière d'établir un Nutri-Score, toutes les règles complètement absurdes qui sont utilisées vont dans le sens de un produit qui a l'air mieux quand même, tu vois. Donc au final, ça m'étonne pas que si des gens prennent en compte le Nutri-Score, ils tombent sur des produits qui seront plus sains au final. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, il y a des produits, j'ai l'impression, ils changent un petit peu leur composition pour essayer de hacker le jeu du Nutri-Score, Ouais. pour passer de B à A ou de C à B. Ouais. Mais en essayant de hacker le jeu du Nutri-Score, en mettant... Ils diminuent quand même les trucs qui vont pas dans leurs produits, quoi. Pour essayer d'avoir ce Nutri-Score favorable. Ouais. Donc, non, c'est plutôt... Ça a l'air plutôt cool. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est toujours pas obligatoire? Non, c'est pas obligatoire, le Nutri-Score. Moi, je pense qu'il faut que ce soit obligatoire. Ouais, moi je suis chaud. Hein. Moi je pense obligatoire et aussi il faudrait améliorer un petit peu La manière dont c'est calculé. Et la parce que transparence c'est pas trop- aussi, parce qu'on comprend rien. C'est incompréhensible. Hein. Il faut que je puisse expliquer le concept à quelqu'un. Genre, faut que. Il y a mon enfant à côté de moi dans le supermarché. Je suis dans le rayon avec mon. Là, il y a le petit caddie. J'ai mon petit caddie. Il y a une roue du caddie, comme d'habitude, elle marche pas. T'es obligé de le pousser plus à droite qu'à gauche, comme d'habitude. Supportable. Voilà. T'entends le comme ça. Et là, l'enfant, il dit pourquoi il y a des lettres A, B, C sur les produits? Faut que je puisse répondre. En 2 phrases. Faut que je puisse dire très clairement ce que c'est. Explain like I'm 5. Et je veux pas expliquer genre plus il est bien, plus il y a un A. Non, je veux vraiment expliquer comment ça fonctionne. Et je veux que l'enfant puisse comprendre. On a essayé de comprendre les gens, hein, mais les critères pour comprendre A, B, machin, et c'est juste 400 pages de... J'adore comment t'as laissé De calcul. Tu m'as laissé faire tout mon Oui, non, mais... toute ma mise en scène. Genre, moi, j'étais là, j'étais dans le supermarché, j'étais l'enfant, je me suis reconnu dans l'enfant. Donc, let's go, hein. Let's go. Ah là là. Voilà, pour la petite info sur le Nutri-Score. D'ailleurs, j'ai une question sur le Nutri-Score. Mhm. Est-ce que s'il y a 2 produits dans le magasin, il y en a un, c'est à peu près les... Genre c'est des gâteaux. Mettons que c'est des gâteaux. C'est des gâteaux. 2 produits d'une marque qui fait discount. Enfin, ça... Attends, déjà, j'achète pas de gâteaux, moi. Je suis Partons du principe. plus salé. Ok, bah alors des amuse-bouches. Des nems. Des nems nems. poulet. Ah, non, je veux vraiment un truc, c'est même pas un repas. Genre, je veux vraiment un truc. Des petits horrible. biscuits apéro, Ouais, des des- tucs. C'est ça, des tucs. Vas-y. Mettons que ce soit des tucs. Mais c'est pas des tucs de la marque tuc, c'est. Des gâteaux Générique, type tuc. ouais, monoprix, Ok. Premier prix. Là, je me reconnais dans la situation. Ok, On peut en parler, let's go. ça fait 3 heures juste pour qu'il y ait une situation que tu puisses. Non, il faut que je puisse relate, c'est tout. Vas-y. Il y a 2 produits, ok? On sait qu'ils sont horribles. C'est des gâteaux pleins d'huile, pleins de gras, etc. Ok? On parle pas mal des gâteaux. Il y en a 2. Même pas des gâteaux, mec, c'est des tucs. Oh, des petits biscuits apéritifs. Ok, t'appelles ça des gâteaux, vas-y. Des biscuits, allez. Tout est des gâteaux, nouvelle théorie. Je peux finir mon truc ou pas? Non. Il y a un des 2 paquets, ils ont affiché le Nutri-Score, et c'est Nutri-Score E, le plus bas possible, en rouge. Et le Ok. deuxième paquet n'affiche pas le Nutri-Score. Je prends celui qui affiche pas. Tu prends celui qui affiche Direct. Je me pose même pas de questions. Parce que statistiquement, ça pourrait être Ah! Moi, j'aime bien vivre dans le déni. pas? Parce que moi, je vois des gens qui pourraient prendre le E en mode au moins, il me ment pas. Au moins, je sais que je suis Au en moins- train de oui, mourir. je suis sûr, il y a des gens Au qui. moins, je sais que je fais un cancer. Au moins, il est honnête avec ce qu'il est en train de me faire. Mais je suis sûr, il y a aussi des gens qui voient un truc A et un truc E, et ils prennent le truc E parce qu'ils pensent que ça va avoir un meilleur goût. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça va avoir un meilleur goût. Mais s'il n'y a pas le Nutri-Score?
Non, il y a un produit Nutri-Score A et un produit Nutri-Score E. Et ils se disent, le A, c'est un truc bien pour la santé. bon, machin, donc Non, ça moi, va, je veux me ça mettre va pas- mal. Ouais, je veux me mettre mal et en ils vrai, vont prendre le E, non? En vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Parce que au tacos existe. Enfin, pas au tacos, mais le concept du tacos en général existe et les gens vont le manger. Est-ce qu'on va vraiment parler des tacos sur le rendez-nous? Non, mais heureusement qu'ils sont pas obligés de mettre le Nutri-Score. Autre sujet. Prochain sujet. On est à court de sujets. Non, les gens, on a fini les sujets. On vous rappelle le concept de l'émission. Oui. Si vous voulez nous poser une petite question, là, on est en train de passer au segment questions. On est dans le moment de transition, justement. Donc, si vous avez une petite question à nous poser... Actuellement, là Actuellement. C'est dur à croire, mais on y est. On est en train de vivre ce moment ensemble. Si vous avez une petite question, vous avez une interrogation, vous vous demandez, mais c'est quoi leur avis à ces deux gars-là sur ce truc-là Vous avez entendu un truc dans le podcast qu'on vient de dire. Ou mieux encore, genre, cette question-là pourrait vraiment les déranger. Oui, voilà, on veut les mettre mal, on veut les mettre face à des contradictions, voilà. Enfin, vraiment, genre, foutez la merde dans les questions. Nous, on n'a pas de souci avec ça. C'est de loustic. Balancez les questions. Faites un petit don sur le Ko-fi, le lien est dans le chat. Allez-y. Et vous soutenez l'existence de ce contenu. C'est qu'il faut d'ailleurs partager avec vos amis. Et pas que vos amis. Et pas que vos amis. On n'en dira pas plus. Alors, on a des petites questions, d'ores et déjà, cette semaine. Est-ce qu'on commence par les questions un petit peu Déjà, il y a 2 trolls. C'est marrant. On va quand même les lire. Hein. Donc, le premier, bon, on va essayer de le passer rapidement. Le travail étant en physique littéralement le produit de la puissance par le temps, exprimé en kilowattheure, ne serait-il pas judicieux que la monnaie qui a pour but de rémunérer le travail soit aussi exprimée en kilowattheure afin que tous les travaux soient comparables? Bon, là, c'est un jeu de mots avec le travail d'une force, mais la force étant conservatrice, le travail est nul. Ouh, t'as essayé d'aller plus loin dans l'ingénieur. J'ai outsmart le message. J'aime bien le concept. Donc on peut passer à la question suivante. Merci pour votre on peut se mettre d'accord sur le fait que le travail c'est nul. Oui, le travail c'est nul. Bon voilà, je pense que du coup, on arrivera sur un accord du coup. Anti-travail gang. Vas-y du coup. Merci pour votre incommensurable puissance de calcul. Pourquoi Pascal Pro? La question c'est pourquoi Pascal Pro? Pro n'est pas un verbe, donc on peut pas répondre à cette question. Allez hop, ça dégage. Merci pour le don en tout cas, hein. Mais n'hésitez pas à poser des questions qui ont un sens aussi. Hein. Alors, prochaine question. Là, ça y est, on attaque les vrais sujets. Êtes-vous pour une nouvelle constitution? Si oui, quel serait le moyen le plus pertinent d'en créer une nouvelle selon vous? Si c'est par une assemblée constituante, comment la constituer? Tirage au sort, combien de personnes, pourquoi? Ah bah voilà, c'est une bonne question ça. Alors, êtes-vous pour une nouvelle constitution? Il n'y a pas de mauvaise question, mais celle-là, c'en est une bonne. Êtes-vous pour une nouvelle constitution? Alors, je pense qu'on sera d'accord pour dire que les institutions actuelles, 5ème République, régime ultra-présidentiel... Fais attention à ce que tu vas dire. Des caractéristiques autoritaires. Oula. J'ai encore une liberté de circuler dans le pays après avoir dit ça. Un petit pointeur rouge sur ton front actuellement, je sais pas ce que c'est. Bon, bah les gens, ce qui arrivera, arrivera. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Donc voilà, la constitution actuelle, pas ouf. Est-ce qu'on a des moyens de la modifier? Mais il y a des trucs super dedans. Hein. Il y a beaucoup de textes dans la préambule qui ne sont pas respectés actuellement, qui garantissent des droits qu'il faudrait faire garantir. Donc déjà, j'aimerais faire remarquer que on est en train de construire sur un édifice qui est déjà pas mal solide. Je pense qu'il faut une nouvelle constitution, pas parce qu'il faudrait tout brûler et recommencer de zéro, mais parce qu'il faut construire par-dessus ce qu'on a déjà actuellement. Il faut améliorer l'existant. Exactement. On a encore du chemin à faire. Et est-ce qu'on a des moyens de changer la constitution de la 5ème République en restant dans la 5ème République? Est-ce qu'on a des moyens de petit à petit la changer, etc. Alors, en fait, on voit bien... Oui, mais oui, en fait... elle a été changée à de nombreuses reprises dans la 5ème République. Jamais ça a été renommé 6ème République. Mais qui l'a changé? Le peuple? C'était Sarkozy, par exemple, avait convoqué pour faire changer en 2008, je crois. Il y a eu plus d'une dizaine de modifications, mais c'est à l'initiative de l'exécutif. Mais si on vote pour des gens qui le proposent, ces gens-là auront aussi le pouvoir de le faire. Voilà. Le truc, c'est que y a des mécanismes comme le référendum d'initiative partagée, où
regarde ce qui s'est passé sur la réforme des retraites. Les députés ont essayé de déclencher une procédure et ça a été Oui, mais ça, c'était. cancel par Bien le sûr. Conseil constitutionnel. Mais si t'as assez, par exemple, si t'as plus d'un certain pourcentage dans les deux assemblées, Sénat et Parlement, tu peux, avec tous ces gens-là qui voudraient mettre en place une nouvelle révision de la Constitution, tu peux le faire. Sans passer par le. Ok. Voilà. Du coup, Donc- du coup, pourquoi est-ce qu'il faudrait une 6ème République alors? Alors, pourquoi il faudrait une 6ème République? Si on peut- C'est si pas on la peut- question. Hein. Ah si, la première partie, c'est est-ce qu'on est pour une nouvelle? Oui, mais du coup, on a dit oui. La question, c'est pas laquelle. D'accord, mais est-ce que tu veux cette nouvelle en... Est-ce que tu veux une nouvelle en disant on reste dans la 5ème et on modifie tous les trucs qui vont pas, on les améliore? Ou est-ce qu'il faut réécrire un truc avec assemblée constituante? Moi, je pense que quand tu regardes les chiffres de l'abstention, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent plus du tout représentés par ce modèle de fonctionnement. Mhm. Et que du coup, ce qui serait intéressant, c'est que tout le monde soit amené à en parler, qu'on ait une grande phase de délibération publique et que du coup, on trouve tous ensemble un nouveau moyen de pratiquer notre démocratie pour que les gens, une fois on en a parlé et qu'on s'est mis d'accord, bien sûr, il y aura des désaccords, tu vois. Mais au moins, vu qu'on aura pris ce temps d'essayer déjà, ce sera voté au référendum, donc il y aura une majorité de la population qui sera d'accord avec le fait que ce qu'on aura décidé, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Bah, il y aura peut-être un regain d'intérêt pour les institutions. Et du coup, le seul fait que les gens aient pris part dans la Constitution... Ouais, dans son écriture, dans littéralement Non, parce que j'étais en train de dire la recréer... Constitution... J'ai pas fini ma phrase. La Constitution de la T'es en train de dire que je Constitution... coupe trop la parole? Non, Dans la Constitution, oui. non, c'est pas ça, Dans c'était une sa blague. Constitution. Parce que j'étais en train de parler, je dis... Non, mais explique pas la blague, ça la va juste empirer. Constitution. T'es juste en train d'empirer la En situation. fait, c'était pas la Constitution elle-même, c'était la Constitution du texte. J'avais compris, en fait. Mais... Bah, le seul fait qu'ils aient fait ça, c'est... Le seul fait qu'ils aient fait ça, c'est déjà... Oui, En oui. soi, c'est hyper utile. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on se rend plus compte qu'on est des citoyens. Quand je parle aux gens, j'ai pas l'impression de parler des citoyens. C'est fou. Non. Je parle aux gens, ils parlent comme s'ils étaient spectateurs. Or, on est tous actuellement citoyens. On est tous en train de faire exister le projet France. Mais moi, mon argument aussi pour l'Assemblée constituante, c'est que tu dis oui, on pourrait modifier dans la 5ème République petit à petit en élisant des gens qui le proposent dans Non, le non, programme et qui... Moi, je parle de faire ça pour mettre en place la 6ème République. Oui, oui, j'ai compris. Non. Mais je réexplique aux gens pourquoi c'est une bonne idée de pas juste rester dans la 5ème République et de demander ça. Moi, j'ai pas envie d'attendre J'ai pas dit ça. étape par étape. C'est incroyable. Il sabote tout le podcast, quoi. Vas-y. J'ai pas envie d'attendre que des représentants élus, Oui. année après année, modifient machin. Non, il nous faut recréer tout depuis le début. Évidemment, on va reprendre un tas de choses qui sont dans la Constitution. donc c'est Au pas moins le vraiment- préambule. Voilà, le préambule, Voilà. ça sera pas recréé de zéro. Il y Exactement. aura peut-être des formulations à corriger, des trucs comme ça, mais ça, on en discutera quand on aura l'Assemblée constituante. Tu remets en question la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Oui, Ah, ok. j'en dirai pas plus. Si c'est par une Assemblée constituante, comment la constituer? Est-ce que c'est par du tirage au sort? Toi, t'en penses quoi de ça? Moi, j'aime bien l'idée que chaque personne va voter pour un représentant à l'échelle du territoire, comme on ferait actuellement pour des députés. Et tu peux voter pour des gens qui se présentent, d'accord? D'accord. Mais tu peux aussi voter pour techniquement que quelqu'un soit tiré au sort dans ton territoire. Mais personne va voter pour que quelqu'un soit tiré au sort. Bah si tu veux pas que ce soit une des personnes qui se présente. Ouais, mais tout le monde a... Parce que, Les personnes qui vont se présenter vont afficher des bords politiques, vont afficher parce que des- pour moi, du coup, l'abstention compterait dans ce système-là. Et si tu t'abstiens, c'est comme si tu votais pour le tirage au sort. D'accord, ok, oui, donc d'accord. Et du coup, si c'est le tirage au sort qui gagne en comptant l'abstention dedans, parce que quelqu'un qui s'est abstenu, c'est quelqu'un qui s'est dit je vais pas me déplacer pour aller voter pour une de ces personnes-là. Donc je veux pas une de ces personnes-là. Donc c'est comme ça qu'on annonce aux gens que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc ils le savent que s'ils vont pas voter, ce sera tiré au sort. Donc déjà, ça Ok. pourrait intéresser beaucoup de personnes qui se diraient oula non, le tirage au sort, c'est On va laisser n'importe qui diriger. Ouais, Donc non, je vais du coup me déplacer pour aller voter. Donc autant ça pourrait pousser des gens à aller voter, autant du coup les territoires où il y a des gens où ça donne pas du tout envie de voter pour eux, bah du coup il y aura un tirage au sort qui sera fait, quoi. Est-ce que t'as pas peur que parce que la gauche est plus favorable au tirage au sort et la droite et l'extrême droite moins, parce que c'est pas trop leur délire,
est-ce que t'as pas l'impression que la droite ira voter pour des représentants de droite et la gauche va disproportionnellement être OK avec le tirage au sort, mais comme le tirage au sort, en fait, c'est aléatoire, est-ce que ça biaiserait pas cette assemblée vers la droite? Je sais pas, l'abstention est hyper répandue actuellement. Et Ouais, mais les gens qui s'abstiennent sont plus de gauche que la moyenne de la population, selon les stats qu'on a. Oui, mais les gens qui seront tirés au sort sont plus de gauche que la... Bah justement, les gens tirés au sort seront représentatifs de la moyenne de la population. Oui, mais la moyenne de la population, quand... Si les gens qui ne s'abstiennent pas et qui sont pas pro-tirage Une au fois qu'ils sort... sont à l'Assemblée, quand tu vois ce qui est fait, par exemple, pour le Conseil du climat... Oui, mais le Conseil du climat, justement, c'est que des tirages au sort. C'est du 100% tirage au sort. Donc, est-ce que c'est pas mieux du 100% tirage au sort? Parce que là, on a vraiment un groupe de gens avec des opinions politiques représentatives des gens, parce que, bah, loi des grands nombres, tu tires au sort 1000 personnes, t'as un échantillon représentatif, et ensuite tu les informes, etc. Enfin, bien sûr, le processus de constituante, ça va prendre longtemps. 1 an, 2 ans. Je sais pas. Dans tous les cas, on est d'accord sur le fait que les représentants, les gens, si on n'a pas des gens de tir au sort, si on a des gens élus, ça ne peut pas être des gens qui ont déjà été élus dans le système précédent. Non, surtout et pas. ce seront des gens qui ne pourront pas être élus dans la 6ème République. Du coup, ça pousse beaucoup de gens qui veulent faire carrière à ne pas se présenter là-dedans. Honnêtement, moi, je suis assez chaud pour... on a vu ce que ça donnait sur la Convention pour le climat, le 100% tirage au sort. 100% tirage au sort, mais pour la Constitution, combien de personnes alors faudrait pour toi? 1000, comme pour les sondages. Et le concept de tirage au sort à l'échelle de territoire, par exemple département, région, et que dans chaque truc, ils délibèrent entre eux pour un texte à défendre, et ils envoient un petit nombre de gens de chaque assemblée avec ce sur quoi ils sont mis d'accord pour aller dans une nouvelle assemblée à l'échelle du territoire. Tu sais, de faire en tiers. Ouais, mais après, t'auras... si tu fais... oui, mais après, t'auras genre plein de textes. Comment tu vas les recombiner? Comment t'auras un immense justement, débat? Là, il y a des représentants. Ouais. Il y a des représentants des assemblées. Ouais, moi, je représente cette version de la nouvelle constitution. Moi, cette version. Voilà, et du coup, t'as une assemblée constituante avec plein de gens qui ont déjà, en petits groupes dans leur territoire, avec déjà une assemblée constituante, fait un travail. Et qui peuvent essayer de le mettre en commun tous ensemble, quoi. Je pense que ça permet Ouais, mais est-ce que c'est pas juste beaucoup plus galère d'avoir tous ces textes déjà préfaits et ensuite essayer de les recombiner? Dans tous les cas, ça va être compliqué comme processus. Moi, je veux pas que ce soit un énorme... Parce qu'il y a deux possibilités. Soit tu mets très peu de personnes, et dans ce cas, ça se fait rapidement, mais en fait, t'as un texte complètement fou. Soit tu mets beaucoup de gens pour que ce soit représentatif, mais dans ce cas-là, les délibérations, ce sera de la folie, quoi. Comment tu fais pour qu'il y ait un fonctionnement normal avec 2000, 3000, 5000 personnes? Parce qu'il faudrait qu'il y ait... d'un point de vue d'échantillonnage, tu vois, d'un point de vue d'échantillonnage, il faudrait qu'il y ait 1000 à 5000 personnes, quoi. En fait, tu vas avoir des rounds, tu vas avoir des... ils vont voter sur est-ce que cet article-là, on le met ou pas, et après, il y aura un vote plus global sur des... Je sais pas. De toute façon, ils vont être informés par des... par des gens, des experts constitutionnalistes. Moi je pars du principe, par contre, que si on fait un tirage au sort, et c'est ça qui va être compliqué à mettre en place, la personne est obligée d'y aller. Ah ouais, t'es pas pour un tirage au sort? Non. T'es contre le fait de tirer au sort quand il y a l'option de choisir de ne pas y aller? Non, parce que ça pousse. Parce que ça pousse des... Moi, je veux que des gens représentatifs y aillent. Là, ça crée... Tu vois, tu m'as un peu convaincu avec ton exemple de tout à l'heure de dire ouais, mais là, ça biaise les résultats parce qu'il y a des électeurs qui sont plus à même de voter pour le tirage au sort, et du coup, c'est comme si tu étais en train de diminuer leur représentation, quoi. Là, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est là, tu es en train de biaiser le tirage au sort en disant je veux des gens qui sont intéressés par faire la constituante. Or, la plupart des gens se disent ne pas être intéressés par la politique. C'est pas faux. Et après, une fois tu vas sans doute avoir un immense biais une fois qu'ils sont dedans, oui, voilà, une personne privilégiée, éduquée, la personne qui connaît que en fait il faut faire de la politique pour défendre ses intérêts. En général, c'est des riches. Ouais, on connaît les biais là-dessus. Ouais. D'accord, mais après c'est chaud du coup parce que tu reçois une lettre dans ta boîte aux lettres genre bonjour. Il y a pas déjà ça pour les jurés? Ouais, mais les gens essayent de pas le faire. Les gens essaient de trouver des strates pour pas y aller. Mais... Attends, tu dis à quelqu'un que pendant 1 an, déjà tu dis que par la loi
son employeur n'a pas le droit de ne pas le réembaucher à la sortie de ce truc-là. Et pendant 1 an, il est dédommagé entièrement. Ouais. Je pense que la plupart des gens, ça leur plairait bien le fait de faire ça, quoi. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il y a des tacos mexicains fournis pour inciter les gens à venir? Il y aura peut-être un soir, on organisera un truc comme ça. Allez, let's go, soirée tacos. Ça part. On va faire ça, les gens. Combien de personnes, pourquoi? En vrai, je pense qu'on a bien répondu à la question. Hein. Bonne question, en tout cas. Bonne question. On rappelle que... Beaucoup de questions pour un message, mais bonne question quand même. Sans animosité. Mais Vous pouvez continuer à faire des questions, d'ailleurs. Rappelle aussi que pour avoir la possibilité de faire cette assemblée constituante, peu importe comment elle sera faite, les modalités, de toute façon, on vous trouvera bien des façons de le faire. On a toujours su faire ça. Mais pour avoir la possibilité, à un moment, il va falloir mettre au pouvoir des gens qui proposent la 6ème République dans le programme, hein, juste. Ça peut paraître... En fait, moi, j'ai l'impression sur cette question de la 6ème République, ça peut paraître fou, genre, oh mon Dieu, une nouvelle République. En fait, c'est complètement banal de reparler des institutions. À quel moment, genre, vous arrivez sur votre lieu de travail et votre boss vous dit, bon, on va devoir rediscuter de l'organisation parce que on a perdu en efficacité ces derniers jours. Et puis je vois des gens qui viennent dans mon bureau et ils me disent qu'ils sont mal à l'aise avec les conditions de travail et tout. Donc aujourd'hui on va pas faire le travail, on va se poser, on va parler de tout ça ensemble, on va essayer d'établir un nouvel organigramme et un nouveau process de travail pour essayer d'améliorer le process. Oui. Tout le monde en parle et à partir de maintenant tu dis bon bah on a décidé que le matin ce serait telle personne qui viendrait au lieu de telle autre personne. C'était heureusement qu'on en a parlé. Bah oui. On a mis en place une boîte à doléances, je sais pas quoi, tu vois, genre. Est-ce que ça, vous trouveriez ça affolant dans votre entreprise que ça se passe ou vous trouveriez ça sain? Parce que c'est ça, mais à l'échelle du pays en fait. Hein. C'est littéralement ça, mais à l'échelle du pays en fait. Je rappelle aussi que 62% des Français sont favorables à la 6ème République. Donc techniquement, combien? On a déjà 62, selon un sondage. Donc on a techniquement déjà une majorité de gens qui sont favorables à ça. Peut-être que ces gens pourraient voter pour... le seul programme qu'il proposait parmi les 3 programmes qu'il pouvait gagner. On verra la prochaine fois. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Oui. Alors, toujours là-dessus, c'est comment convaincre les gens qui pensent que rien ne pourra vraiment changer sans passer par des actions violentes ou carrément une révolution. Comment les convaincre de la nécessité de voter et de participer aux institutions actuelles? Moi, j'aime bien montrer l'histoire des luttes sociales montre quoi? Oui, voilà, j'aime beaucoup juste sortir des exemples de l'histoire et de l'histoire récente, d'accord? Des choses comme l'obtention du droit de vote des femmes, la 5e semaine de congé payé, les 35 heures, des choses comme ça qui sont obtenues dans les dernières décennies. Les 39 heures? Les 39 heures, oui, avec la retraite à 64 ans, la retraite à 60 ans. Voilà, toutes les avancées des dernières décennies qui ont littéralement été obtenues parce que on a participé dans les institutions, on a voté, on a mis au pouvoir des gens qui le proposaient et on a eu ces avancées-là. Et moi, j'ai jamais dit que c'était pas une bonne chose de faire plein d'actions en dehors des élections. Hein. Bien sûr, les élections, c'est une fois tous les X années, vous mettez un bulletin, ça prend peu d'énergie. Bien sûr, les manifestations, les grèves, l'éducation populaire, le contenu sur Internet, etc. Tout ça est méga utile et essentiel, d'accord? Mais les actions... Et aussi, je demande aux gens qui disent des choses comme ça, mais tu peux me montrer un exemple récent d'une action violente qui a amélioré les choses en France? Est-ce que le mieux, c'est pas de poser des questions? De demander vraiment à la personne sans aucune... en restant calme, etc. De demander à la personne... Comment tu penses que ça pourrait fonctionner, ce que tu proposes? Oui, de demander des détails, quoi. D'accord, tu proposes une action violente, une révolution. Concrètement, comment on l'organise? Voilà, oui. À quel moment on obtient des droits supplémentaires? Et je pense qu'au bout d'un moment, la personne est obligée de dire, et donc, ça mettra la pression sur les élus. Et tu dis, attends, du coup, la pression sur les élus, pourquoi tu mets pas des élus qui proposent de faire ça déjà? C'est ça. Moi, j'ai l'impression que la majorité des gens qui proposent des choses comme ça... sont vraiment dans leurs émotions. Enfin, c'est vraiment un truc très émotionnel. Ouais. De dire j'en ai marre de ce système, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de la société, faut tout brûler. Et du coup, ils vont proposer, on renverse tout par la violence, par la révolution.
Et dès lors qu'en fait, comme tu dis, tu demandes des détails et tu demandes de concrétiser le projet. Des fois, ça devient plutôt vindicatif. Hein. La personne le prend mal, comme si c'est vraiment une croyance que tu étais en train d'attaquer. Hein. Ah bah oui, parce que c'est des choses... Après, en fait, je pense qu'il y a plusieurs sous-groupes dans les gens qui pensent ça. T'as des gens qui en ont juste marre et qui proposent le truc. Après, t'as des gens, et je pense qu'eux, ils sont pires, des gens qui disent non, mais tel livre de théorie politique préconise cette forme de changement. Ouais. Et donc, ils ont cette impression... dogmatique. Ouais, complètement dogmatique. Et ils ont cette impression que leur point de vue est validé par une pensée académique, une pensée... parce que comme il y a un livre, tu vois, comme il y a un vieil auteur de blanc d'il y a 200 ans qui a écrit dans un livre, du coup, ça, c'est plus valide. Et moi, je trouve que ce type de personne-là est pire que les gens qui sont juste un peu naïfs, un peu émotionnels et qui proposent de tout renverser sans avoir vraiment réfléchi, quoi. Parce qu'au moins, ces gens-là, tu peux remettre en question, alors que les gens qui pensent dogmatiquement le livre... Ils vont te dire que toi-même, tu n'as pas assez d'informations. Oui, tu n'as pas lu le livre, tu ne connais pas la théorie, machin, c'est gros cerveau ce que je propose. Enfin, ouais, c'est... Bon. Je sais pas si on a fini de répondre. Comment les convaincre de la nécessité de voter, de participer aux institutions actuelles ? Si, on a répondu à ça. Ouais, on a répondu. Cool. Qui est le plus myope d'entre vous deux ? Franchement, moi je porte tes anciennes lunettes depuis 2 semaines. J'ai aucun souci avec. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose, ça ? Peut-être que je suis en train de détruire ma vue sur le long terme. Faut prendre des risques dans la vie. Pour rappel, j'ai changé de lunettes, du coup j'ai donné mes anciennes à Mulch. Mais je crois que c'est moi qui suis plus myope quand même. Hein. Moi, je crois que c'était moins 0,25 et moins 0,5, mes corrections. Ah ouais, moi je suis beaucoup plus que ça. Combien ? Moins 1,5 je crois. 1,5 ? Mais ça, attends, c'est mes anciennes lunettes ou c'était un peu moins que ça ? Ah, ça s'est empiré, Ok. Ça s'était empiré. Donc si toi ta myopie elle s'est empirée, peut-être que moi elle s'est empirée et maintenant j'ai atteint ton ancien degré de myopie en fait. C'est ça explique, ouais. On a résolu ce mystère. Merci pour la question, très important. je viens de voir la question qui vient de poser Fernand. Ouais, c'est la pire question. C'est la pire question, mais on est obligé de répondre à ce qu'il a donné. Déjà, j'en parlerai plus tard, mais normalement, on peut pas autoriser ce genre de questions. Mais... Tu viens de créer une règle, Fernand, du coup. Merci pour la question. Quelle est votre routine pour vous informer ? Alors, c'est pas celle-là, ne vous inquiétez pas. Celle-là a l'air bien. Quelle est votre routine pour vous informer, que ce soit sur l'actualité ou encore les sujets qui vous intéressent ? Ne craignez-vous pas que les algorithmes aient une influence trop importante sur les sujets que vous présentez, par exemple ? Moi, je veux répondre absolument à ça. Vas-y. Parce que je fais un travail hyper fatigant, hyper rigoureux, pour justement ne pas dépendre des algorithmes. Ouais, toi, t'as une vraie stratégie pour avoir un bon feed d'informations. Moi, c'est une catastrophe en comparaison. En fait, j'utilise pas du tout, par exemple, les fonctionnalités d'abonnement de YouTube. J'utilise quasiment jamais l'interface de YouTube pour trouver les vidéos. J'utilise des flux RSS. Tu peux récupérer pour chaque chaîne YouTube le flux RSS de la chaîne. C'est une fonctionnalité très cachée parce qu'il faut carrément aller chercher le lien avec des extensions et tout. Mais ça existe. YouTube propose des flux RSS. Donc si vous ne connaissez pas les flux RSS, c'est ce qui permet de récupérer... par exemple, s'il y a une nouvelle vidéo, vous en êtes informé. Une nouvelle vidéo d'une chaîne, vous en êtes informé, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai un agrégateur de flux RSS. Et du coup, je vois toutes les chaînes auxquelles je suis abonné directement depuis ça. Et du coup, ce que ça permet de suivre sur tous mes appareils que j'ai, quelle vidéo j'ai vue, quelle vidéo j'ai pas vue. Et sur ce flux RSS, du coup, une fois que j'ai vu une vidéo, elle n'est même plus affichée dans la liste. Pourquoi c'est utile ? Parce que je suis abonné à énormément de sources que je trouve utiles de consulter. Yes. Et même les vidéos qui, de prime abord, ça te semble pas intéressant. Et du coup, tu vas plutôt cliquer sur une autre vidéo qui a l'air plus sexy, genre tel nouveau jeu vient de sortir, des choses comme ça. Et ben, dans mon système à moi, la vidéo qui est techniquement intéressante sur le fond, mais pas hyper attrayante, elle reste dans la liste de vidéos. Oui. Et au fur et à mesure, ça décante, tu vois. Ouais. Voilà. D'accord. Et ça me permet de pas louper des vidéos comme ça importantes, de me dire bon, là j'ai envie ça y est, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai envie de la regarder et de la mettre. Tandis que dans le flux, les YouTube, etc., la fonctionnalité telle qu'elle est actuellement, ça te bombarde. Déjà, très rarement tu vas cliquer sur les suggestions parce qu'ils mettent pas mal
sur les abonnements. Parce qu'ils mettent pas mal de tes abonnements dans les suggestions et tu crois du coup que c'est bon, t'as vu tes abonnements. Oui. Et du coup, tu vas même plus voir tes abonnements. Et même dans tes abonnements, vu que les créateurs de contenu sont poussés à créer le maximum de contenu, eh ben il y a des chaînes, des fois, t'es abonné à une chaîne et ça pousse tous les autres trucs auxquels t'es abonné, ça les pousse. Et si une personne a mis, par exemple, 6 mois à faire un contenu de 2 heures sur l'histoire d'une guerre, un documentaire de fou, voilà. Oui. Le lendemain, il y a 28 streams de Fortnite ou je sais pas quoi qui ont enterré ce contenu, tu vois. Les segments de Bad Mulch qui se sont rajoutés. Par exemple. Voilà, donc ça, moi, c'est ma recommandation pour... donc toi, ce système-là, du coup, tu n'es pas dépendant d'un algo. Tu n'as pas un algo qui tu présélectionnes les chaînes qui vont être dans ta zone de Et je peux organiser par catégorie. Par exemple, je peux cliquer sur technologie, politique. En vrai, je devrais vraiment faire ça. Hein. Parce que moi, c'est une catastrophe. Hein. Là, lui, il a tout organisé pour pas dépendre d'algo. Moi, littéralement, je me connecte sur Twitter. Je fais refresh. Et je regarde ce dont les gens parlent, en fait. Hein. Après, je suis beaucoup de gens sur Twitter. Mais après, c'est un peu une bulle quand même. Hein. Mais sinon, moi, je suis abonné... techniquement à certains médias mainstream où je paye quand même les trucs genre Le Monde, Mediapart. Mais en vrai, je regarde très peu. Hein. Je regarde, en fait, ça me sert quand il y a une info dont tout le monde parle et tout. Et là, je me dis, je vais aller lire l'article. Et là, je peux aller lire l'article. Mais ouais, est-ce que ça répond à l'actualité, les sujets qui vous intéressent? Ouais, je pense qu'il faut que j'améliore mon système hein, parce que après, je suis quand même très influencé par les algos, les trucs populaires, les trucs comme ça. Quoi. Après, pour les informations, c'est-à-dire par exemple les informations qu'on donne sur le rendez-nous, parce qu'il y avait par exemple, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ait trop d'influence sur les sujets que vous présentez? Bah justement, pour le rendez-nous, on a une attention vraiment particulière pour ne pas présenter certains sujets, et c'est très très dur d'aller à contre-courant de ce que l'actualité veut qu'on parle. Hein. C'est ça, pour préparer le rendez-vous, moi c'est mon petit moment de la semaine où justement je sors de tout ça et j'essaie de trouver d'autres informations qui sont pas les médias mainstream, pas les trucs dont tout le monde parle sur Twitter et tout. Et ouais, ça fait du bien, je pense. Hein. Ça fait du bien que les gens aient ce contenu et que juste pour nous-mêmes aussi de pas être dans le rouleau compresseur de tous les trucs les plus populaires du moment, comme un peu, voilà. Après, il y a une contradiction parce que quand tu es créateur de contenu, il faut aussi, c'est nécessaire que tu fasses du contenu qui parle des trucs populaires du moment, parce que juste à un moment, bah, pour des raisons économiques, tu es obligé de le faire. Bah, ou alors tu as une si grosse tribune et tout que tu peux indépendamment choisir de parler de trucs qui sont pas les trucs du moment et tu vas avoir des gens qui veulent t'écouter parce que t'es déjà populaire, t'as déjà une tribune, t'as une voix qui porte. Quoi, mais... Une question un peu sérieuse du coup. Est-ce que tu penses pas que le rendez-vous souffre de pas avoir en énorme sur la miniature le sujet dont tout le monde parle à chaque semaine? Je sais que moi, genre après les attaques du 7 octobre, Israël-Palestine, tout ça, oui, quand j'ai mis ces titres-là, j'ai eu plus de vues parce que c'est le truc du moment, tu vois. Donc c'est sûr qu'en le faisant pas sur le rendez-vous, il y a sans doute un... Est-ce qu'on paye un prix à vouloir parler de sujets qui pourraient être plus intéressants? C'est triste de la manière dont fonctionne le système, quoi. Parce que du coup, là par exemple... Après, on paye un prix, mais peut-être sur le long terme. Moi, qu'on offre un contenu un peu différent, les gens vont... Bah oui, on mise là-dessus. Je mise sur le fait que du coup, c'est un contenu que les gens trouvent pas ailleurs, parce que du coup, techniquement, c'est impossible, puisque tout le monde doit absolument parler du dernier sujet d'actualité, tu vois. Ouais. Du coup, c'est le seul endroit où tu peux écouter des sujets un peu différents. Mais du coup que les gens sont prêts, même si c'est un truc de niche, à faire survivre le truc. Mais c'est ce que les gens nous disent, hein, quand ils nous disent on adore le rendez-vous et tout, ils nous disent justement ça permet de sortir de la boucle habituelle et des sujets mainstream, quoi. Bon, du coup, je vais expliquer pourquoi la question suivante est un peu en dehors des règles habituelles. Donc, quel est pour chacun de vous votre livre préféré? Là, il y a le petit piège de chacun de vous. En fait, ça fait 2 questions, hein. Ah, ça y est, t'as trouvé un moyen de t'amuser. Oh là 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 là. Vous avez posé 2 questions en une, c'est... Non, plus sérieusement. Je suis un grand fan du bas acquisitif de Da Silva, moi. Non, vraiment. Si tu dois répondre à cette question, quel est ton livre préféré? Est-ce qu'il faut que je l'ai lu?
Bah oui, il faut que ça soit un livre que j'ai lu. Je sais pas. Je sais pas moi, Eragon 2. Tu l'as lu? Ouais. Et c'est ton livre préféré actuellement? Oui. Bon bah c'est cool. Quand il va dans la forêt chez les elfes et Je tout, l'ai j'ai pas bien lu, aimé moi. cette partie-là, moi. Je l'ai pas lu. T'as aimé le film? Meilleur film. En vrai, comme film, pour regarder second degré avec des fans, genre si vous êtes entre fans de Eragon. Est-ce que Eragon, c'est encore. Les gens parlent plus d'Eragon, non? J'ai Pas l'impression du que tout. c'est pas du Pas tout. du tout. C'est genre une série de C'est- livres de quand j'étais ado. Je savais pas qu'on allait parler de Eragon sur le rendez-vous. Let's go. Parlons d'Eragon. On est cancel, je pense. Non, Film livre de préféré, 2006. je sais pas, les gens. Moi, je vous ai dit, Ah non, En fait, t'as dit Eragon 2 là, officiellement. Ça a Oui, été oui, ajouté. oui, je sais, C'était je ajouté à ton wiki. oui, oui. Son livre préféré était Eragon 2. Bah, je sais pas, c'est un livre, j'ai des bons souvenirs de l'avoir lu et tout. J'avais kiffé l'histoire, j'avais kiffé le monde. Pour moi, c'est ça, en fait. En fait, c'est quoi? Techniquement, j'ai jamais nié, moi, qu'il y avait des avantages au livre sur d'autres formes de médias, sur certains trucs. Moi, je pense que le fait que tu dois t'imaginer ce qui est en train d'être décrit dans le texte, ça veut dire que tu dois pas penser à quoi ça ressemble visuellement. Et en fait, tu le recrées à partir de toi, tes propres impressions, tes propres émotions, machin. Ça veut dire que c'est différent d'un film, parce que le film te donne à quoi ça doit ressembler ce monde-là. Et que voilà, le livre, c'est une question d'interprétation, de comment toi, tu te fais une image de ce qui est en train d'être décrit dans le livre. Et ouais, donc pour moi, ce serait un roman, quoi. Le roman, il y a un avantage. Enfin, le roman qui décrit des mondes inexistants, des mondes de fantaisie, de choses comme ça. Je trouve que là, ça exploite bien l'avantage du support livre parce que ça te fait imaginer d'autres mondes, d'autres choses comme ça, quoi. Alors qu'un truc ancré dans le réel, tu peux te le représenter parce qu'on a des photos, on a des documents, des choses comme ça, donc je sais pas. J'essaie de défendre les livres. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que les livres, il y a une forme de. Tu peux utiliser un truc que tu peux pas avoir dans d'autres médias, comme tu as dit, c'est l'imagination. C'est-à-dire que est-ce que la forme la plus profonde de réalité virtuelle, c'est pas juste quand tu demandes à la personne de fermer les yeux, imaginer un truc? C'est ça. Donc, ouais, c'est un peu ça. Après, moi, mon livre préféré, c'est compliqué, les gens. Hein. Les principes de la vertu. Non. Tu l'avais aimé celui-là, hein? Non. Non, livre préféré, c'est compliqué parce que je lis vraiment pas beaucoup. Bah oui, on lit pas en fait. J'ai très peu lu dans ma vie. Non, j'ai très peu lu de livres. Parce qu'il y a aussi ce truc-là où si c'est pas un livre, c'est méprisable, tu vois. Mais j'ai lu énormément en fait. Bah oui. Hein. Tous les jours, je lis Bah oui, on lit tous. Bah oui. des tonnes et des tonnes de textes chaque jour. Je crois que sans plus de réflexion, je dirais Le Petit Prince. Ah. C'est vrai, c'est très bien le Petit Prince. Ouais. Mais si je change si je me rappelle dans les méandres de ma mémoire un livre que j'aurais lu que je préfère, pour le moment, je pense que ce serait Le Petit Prince. Je trouve on a trop répondu à la question en fait. La question de base était illégale. Hein. On est trop gentil avec vous. Non, Le Petit Prince, ce qui est bien dans Le Petit Prince, c'est que déjà, c'est une énorme critique de la bienséance, des règles de bienséance, des normes sociales. Du statu quo. Du statu quo, c'est une énorme critique du statu quo, ça me fait énormément plaisir. Et de la manière dont c'est rédigé, c'est poétique. Il y a une simplicité dans ce qui est dit qui backfire en complexité, genre le fond du propos. La simplicité de ce qui est dit est tellement exubérante, déconcertante que après ça te pousse à l'interpréter et le fond est hyper poussé, quoi. Faut que je le relise, hein. Honnêtement, je suis chaud de relire ça. Hein. Franchement, je pense que je l'écouterai en audiobook plutôt que de le relire. Tu vois. Non, parce qu'il y a les petits dessins. Ah, les petits dessins. Ah oui, je me souviens, le petit réverbère et tout. Ouais. Les baobabs qui font la taille de la planète et tout. Basé. Je peux te prêter si tu veux. J'ai une version. Tu l'ouvres comme ça et il y a ça se déplie en 3D. Comme ça. Ouh. Je suis intéressé premier degré. Ramène ça la semaine prochaine, ça sera le... Ok, non, ça par contre, c'est vrai. Je l'ai lu quand j'étais tout petit. J'étais là en mode, oh, c'est fun, je l'ai relu récemment.
j'ai pleuré. Trop stylé. En adulte, le relire une fois que t'es adulte, c'est une expérience complètement différente. En vrai, tu me donnes envie de le relire du coup. C'était quelque chose, hein. Mais ouais. Ta réponse est tellement meilleure que moi. Non, je rigole. De toute façon, de base, bon, la question, bref. En fait, moi, je sais pas, j'ai juste... Maintenant, quand je consomme des œuvres comme ça, les gens disent oui, tu lis pas de livres de théorie politique, machin, mais en fait, je regarde énormément de contenu, je regarde des essais vidéo de plein de créateurs, de plein de créatrices qui ont des arguments, qui ont des sources, qui ont des façons de présenter des choses, qui ont un point de vue. En fait, il n'y a aucune différence entre faire ça et lire un essai politique de 1950 de tel ou tel auteur, respecté, connu, publié sous forme de livre. Enfin, il y a juste... faut se rendre compte, hein, au bout d'un moment, que le contenu compte, en fait. C'est le contenu, c'est qu'est-ce qui est dit, quels sont les arguments avancés, et tu peux très bien avoir les mêmes arguments, le même contenu, les mêmes points de vue, les mêmes données empiriques, le même contenu dans une vidéo YouTube, dans un audiobook, dans un livre. Et c'est ça qui compte pour moi, quoi. Et alors, autant j'étais d'accord avec le fait que dans les livres, tu peux arrêter de lire et prendre le temps de réfléchir, etc. Autant, moi, je fais ça aussi avec des vidéos maintenant que c'est plus la télé. Parce que sur la télé, c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc-là de tu choisis pas ce que tu regardes et tu peux pas arrêter le contenu, genre c'est un flux directement dans ton cerveau. Ouais. Autant sur les vidéos, moi, des fois, je mets pause, je remets, moi, je regarde des vidéos de Reka. Tu sais que j'ai pensé exactement à ces vidéos-là aussi. Bah désolé, mais il y a des fois c'est trop compliqué. Parce qu'en plus je l'écoute jamais, c'est jamais le seul truc que je fais. J'ai un problème, il faut que je me soigne là-dessus. Je fais 4 choses. Genre j'écoute une vidéo, je suis en train de jouer à un jeu et je suis en train de faire. Genre il y a trop de choses. Bref, et du coup je mets pause, je remets en arrière, je réécoute, j'essaie de comprendre. Surtout pour les graphiques. Eureka, il fait des graphiques de fou. Et souvent, il faut vraiment mettre pause et regarder le graphique pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais ouais. Ouais. Oui. Mais les vidéos, les audiobooks. Mais il y a quand même énormément d'avantages aussi à la vidéo. Moi, je suis désolé, mais je me suis toujours dit que pour essayer de faire imaginer aux gens les améliorations qu'on a envie d'implémenter pour la société, qu'on propose, des choses comme ça, le format vidéo est largement sous-exploité aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein. Je suis désolé, quand tu veux expliquer... Genre, il y a des gens qui vont te recommander de lire tel livre sur le socialisme pour comprendre le système qu'on veut mettre en place. Et c'est fou qu'on n'ait pas une vidéo où on montre littéralement avec un rendu 3D, une explication des animations, des trucs comme ça, ce qu'on est en train de proposer concrètement et à quoi ça pourrait ressembler dans la vraie vie. Pourquoi t'expliquerais la théorie keynésienne sans faire des animations ? C'est ça en fait, les animations sont tellement sous-utilisées aujourd'hui pour faire des propositions schémas, des graphiques, économiques, des propositions sociétales, des propositions économiques. T'as des films qui le font très bien, mais à mon avis, il y a encore énormément de choses à faire. Là, je pars un petit peu, j'extrapole un petit peu. Pour défendre quand même, j'ai un peu trop défendu le livre, faut que je redevienne... Non mais moi, c'est pas le livre en soi qui est problématique, c'est l'injonction à lire et l'injonction à... Si c'est pas dans un livre, c'est pas valide, ou pire, si c'est dans le livre, c'est valide. Ouais, je vois ça aussi souvent, donc c'est juste ça. Mais c'est un écrivain, c'est un auteur publié. En tout cas, je trouve que c'était des très bonnes questions. N'hésitez pas, si vous écoutez en replay actuellement, vous aussi vos questions pourraient être dans ce segment. Vous pouvez dès maintenant aller sur le site lerendez-nous.fr pour poser vos questions et soutenir ce podcast. En attendant, on se donne rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, les gens. Merci à tous. Ciao.